Retail, quelle perspective économique pour les prochains mois? Un webinaire proposé par Procos et Diamart Group, mardi 26 avril 2022. Oui, bonjour, Emmanuel Leroc, délégué général de Procos. Je suis ravi de vous accueillir tous aujourd'hui pour ce webinaire attendu, compte tenu de l'incertitude de l'environnement. Donc déjà, merci à chacun et chacune d'entre vous d'être présents. Merci à Cédric Ducrot de Diamart. Merci aussi à nos invités que je présenterai dans une minute. Juste pour mémoire, mais comme d'habitude, n'hésitez pas à poser vos questions par le chat, puisque en fait, il n'y aura pas de possibilité de poser des questions en direct, donc n'hésitez pas à le faire et on verra à quel moment on peut les poser à nos invités. Oui, juste un point. Donc notre webinaire est enregistré et donc vous pourrez accéder également à un podcast dans quelques temps. Nos invités, Julien Pouget, tout d'abord, chef du département conjoncture de l'INSEE. Donc, bonjour. Bonjour Julien. Denis Ferrand, le directeur général de Rexecode. Bonjour. Bienvenue. Stéphane Colliac, senior, c'est ça, économiste France, bienvenue de BNP Paribas. Bonjour. Et puis Amélie Irigoyen, senior banker BNP Paribas également. Bienvenue. Bonjour, à vous. Emmanuel. Je n'ai pas présenté Cédric, mais pour beaucoup, vous le connaissez. Donc, en tout cas, Cédric Ducrot, le directeur général, tu es directeur général ou président de Diamart Group, et que beaucoup d'entre vous connaissent. Donc, je vous propose de commencer. Alors, juste deux mots sur Procos. Donc, Procos, en une minute, pour celles et ceux qui participent aujourd'hui, qui ne sont pas adhérents de Procos, puisque on a la chance d'avoir beaucoup d'adhérents avec nous. Donc, c'est une association, on regroupe 310 réseaux, 60 000 points de vente. Pour mémoire, c'est toujours beaucoup d'emplois, le commerce de détail. Rien que Procos, c'est 800 000 emplois sur en gros 1,7 million dans le commerce de détail. Et un peu plus de 110 milliards de chiffre d'affaires. Pour mémoire, les hyper, c'est à peu près 100 milliards. Voilà. Donc, assez parlé de nous. Je passe la parole à Cédric, avec lequel on a eu l'idée de faire ce webinaire ensemble, compte tenu d'une situation assez particulière dans notre environnement et les retailers se posent beaucoup de questions. Est-ce que ces sujets sont conjoncturels? Est-ce qu'on est dans des changements de paradigme? Je ne sais pas si on arrivera à répondre à toutes ces questions-là. Mais en tout cas, c'est essentiel d'en parler. Cédric, je te passe la parole avant d'introduire nos invités. Alors, juste en deux mots, donc pour ceux qui n'ont pas la chance de connaître Diamart, je suis le patron de Diamart Group. Si vous pouvez passer peut-être le slide simplement une seconde. Et donc mon métier, c'est d'aider les dirigeants de la distribution à définir les bonnes politiques et à les mettre en œuvre. Et évidemment, c'est plus simple quand on a de la visibilité économique. Le constat qu'on faisait, mais on le fait tous depuis le début de l'année, c'est qu'on a une immense difficulté. Je n'irai même pas à prévoir ce qui va se passer dans les mois prochains. Déjà, on n'arrive même pas à expliquer ce qui s'est passé dans les mois précédents, alors quant à prévoir, et avec une difficulté de lecture qui est brouillée par de très, très nombreux facteurs. En fait, jusqu'à la fin de l'année, globalement, le niveau de consommation, la dynamique des marchés était assez correcte, voire plutôt pas mal. Et donc on comprenait rien, mais quand ça va, l'incompréhension est supportable. Et il y a quand même beaucoup de secteurs d'activité, beaucoup d'enseignes qui ont connu des chutes d'activité extrêmement brutales en début d'année qu'on n'avait pas anticipées et qu'on ne sait pas expliquer en réalité. Et dans la difficulté, c'est qu'il y a tellement de causes potentielles qui se mélangent qu'en fait on ne sait pas quel est le poids des choses. On ne sait pas est-ce que c'est une anticipation d'inflation ou une forme Alors les médias ayant un peu aidé avec une forme d'hystérisation de la communication autour du retour de la hausse des prix. Est-ce que c'est ça qu'il y a eu des comportements de précaution? Est-ce que c'est des effets de pénurie? Il y a quand même pas mal de secteurs dans lesquels il y avait déjà des effets de pénurie qui commençaient à être forts. Est-ce que c'est
tout simplement le fait qu'on a des historiques tellement brouillés qu'en fait on ne sait pas lire les historiques et qu'on se dit que ça va pas bien. Bon, enfin, par exemple, dans tout le e-commerce a fait des croissances incroyables pendant 2 ans, évidemment, pour des effets Covid faciles à comprendre. Et tout le monde était tout déprimé en constatant que depuis le début de l'année, on était sur du -10, -15. Mais peut-être que -10, -15, compte tenu des 2 années de la croissance des 2 années précédentes dans le e-commerce, c'était déjà une super performance, en fait. Il y a des effets de base, effectivement. Bon, donc, une grande difficulté à lire les chiffres qui posent 2 problèmes, qui à court terme posent un vrai problème opérationnel de paramétrage des quantités à approvisionner, par exemple, tout bêtement, ou du réglage des niveaux d'investissement sur le CAPEX. Et puis, à plus long terme, qui posent des questions potentiellement de modèle. Et en fait, la difficulté, c'est qu'on ne sait pas faire la part entre le conjoncturel, le structurel, et avec un niveau d'incompréhension qui est fort déjà quand on regarde le passé. Alors en plus, quand on sait qu'il y a des crises supplémentaires à venir, les impacts de la guerre en Ukraine, vous allez nous le détailler, mais je suppose qu'on commence à peine à les voir et que vu l'enchevêtrement des chaînes d'approvisionnement, ça ne va pas s'arranger. Et on sait tous qu'on a un niveau de risque géopolitique et de crise additionnelle, sans parler des retours de Covid, etc. Enfin, voilà. Et donc, on comprend rien et on ne sait pas ce qu'on doit faire. Voilà. C'est ce que me disent mes clients depuis quelques mois. Et donc, on a eu avec Emmanuel cette idée d'essayer d'y voir clair et de demander à des économistes de se livrer à un exercice pas simple, qui est bien sûr d'essayer de nous expliquer à comprendre le pourquoi des choses, de comprendre les causes, mais aussi à un moment donné d'essayer de se lâcher un petit peu sur le so what et les implications, les conséquences auxquelles il faut qu'on s'attende pour les mois qui viennent. C'est un exercice qui relève un petit peu de la boule de cristal à certains égards, mais sur lequel on essaiera de vous faire partager vos intimes convictions. Merci. Donc effectivement, beaucoup de questions, vous les avez vues sur le chat. On va donc donner la parole. Le webinaire, on l'a organisé en 2 temps. Un premier temps de prise de parole successif de nos invités. Et puis, on se garde du temps ensuite pour une table ronde. Et comme le dit Cédric, pour essayer de se lâcher. Alors, c'est un exercice qui est pas simple. Et c'est vrai que ce qu'on se disait avec Cédric, c'est autant dans un comportement habituel, on est sur des raisonnements où on se dit, en gros, on raisonne à +2, -2 ou +3, -3. Et aujourd'hui, on a l'impression dans le business qu'on est à +15, -15. Donc forcément, ça change complètement la manière de faire. Donc on compte beaucoup sur vous, messieurs, dames. On va commencer par Julien Pouget pour l'INSEE qui dressera les principaux éléments de conjoncture et qui essaiera même de se projeter un peu par rapport aux enquêtes qui sont récentes. Denis Ferrand pour Rexecode nous parlera beaucoup d'approvisionnement, parce que on lui a fixé un exercice imposé, parce que c'est un des sujets qui est quand même pas simple, avec des sujets d'offres, des sujets de demande qui sont complexes. Stéphane Colliac pour BNP Paribas aura la lourde tâche de nous faire des hypothèses sur les évolutions des marchés de capitaux, des problématiques de taux d'intérêt, des problématiques d'attitude des banques centrales ou de la Banque centrale européenne. Et puis Amélie Reguyen nous parlera de la santé financière des retailers, et notamment face à un moment où, avant tous ces problèmes, on était tous très dans un cadre de dire il faut absolument augmenter les niveaux d'investissement, il faut absolument accélérer la transformation, une transformation digitale, une transformation responsable. Est-ce qu'on va en être capable dans ce cadre-là, et comment faire? Donc Julien, à vous la parole. Je vais mettre votre... Ah pardon. Donc, et puis on vous écoute avec attention. Merci beaucoup Emmanuel. Vous pouvez passer à la diapo suivante et même à celle d'après. D'accord. Vous m'avez demandé quelque chose de synthétique, donc on va passer assez vite. Donc le rôle premier de l'INSEE, c'est de produire les données conjoncturelles, les données en dur, le taux de croissance, le taux de chômage, l'indice des prix, entre autres. Mais aussi de mettre en cohérence l'ensemble des indicateurs qui sont produits. Alors ça se fait en premier lieu à travers la comptabilité nationale, bien sûr, qui propose une première synthèse, mais également donc des éléments de prévision à court terme. La caractéristique des prévisions de l'INSEE, ce sont qu'elles sont assez détaillées, mais à court terme pour vraiment s'appuyer au maximum sur les données. Alors je vais repartir de ce qu'on connaît déjà
partiellement sur le premier trimestre 2022. Un focus sur l'inflation, bien sûr, qui est un des sujets principaux en ce moment. Et puis un rappel de ce que disent les enquêtes de conjoncture. Donc les enquêtes de conjoncture réalisées notamment auprès des entreprises, mais également auprès des ménages, donc auprès des entreprises, y compris dans le commerce. Donc vos adhérents nous répondent et nous les en remercions, puisque ça fournit des indicateurs précieux pour tenter d'anticiper la suite, au moins les prochains mois. Alors, les derniers comptes nationaux disponibles donc, portent sur le 4e trimestre 2021. C'est la diapo d'après où on a représenté le niveau des produits intérieurs bruts trimestriels pour les différents pays. Alors, la reprise a été caractérisée, alors malgré les à-coups liés au reconfinement et au Covid, par sa vigueur, hein, la courbe concernant la France est la 3e en partant du haut, hein, donc la courbe bleu foncé. Tout en haut, c'est la Chine, hein, bon, qui a rebondi vigoureusement, mais dont la croissance connaît un tassement sans doute plus marqué là, en ce moment au premier trimestre du fait du retour de l'épidémie. Les États-Unis ensuite, hein, la courbe noire, dont la reprise a été très vigoureuse, portée par un stimulus budgétaire massif, puisque si en France, et ça a été reconnu comme notable, le pouvoir d'achat a été maintenu au cours de l'année 2020, en 2020, aux États-Unis, le revenu des ménages a augmenté de 6 à 7%. Et donc une demande, notamment en biens de consommation très importante, qui a contribué à alimenter l'inflation au niveau mondial, sachant que dans le même temps, du côté de l'offre, il y avait encore des problèmes d'approvisionnement, des problèmes de congestion dans les transports. Et puis nos partenaires européens qui font un petit peu moins bien, notamment l'Espagne, la courbe jaune en bas. Alors les premiers chiffres des comptes nationaux sur le premier trimestre 2022 paraîtront à la fin de cette semaine, un vendredi pour la France. Alors, on recommence samedi, alors. Alors, comment ? On refait l'exercice samedi, alors. On refait samedi ou vendredi dans la journée, puisque ça paraît à 7h30, c'est très matinal, avant la bourse. Alors, ce premier trimestre a été contrasté, hein, avec un mois de janvier, on va le voir, quand même marqué par la vague Omicron dans certains secteurs. Donc le Covid a quand même toujours un impact. Un mois de février qui laissait augurer un rebond plutôt tonique de l'activité, des enquêtes plutôt optimistes. Et puis en mars, les premières conséquences de la guerre en Ukraine, l'inflation qui est attisée et des difficultés d'approvisionnement qui, elles aussi, préexistaient, qui sont renforcées. Alors, nous sommes en avril, donc nous disposons déjà de premiers indicateurs en dur sur ce qu'a été l'activité pendant ces mois. Alors, vous avez à gauche là, l'indice de production, donc en volume, hein, là c'est déflaté, il n'y a pas d'effet prix. En volume des services, hein, jusqu'au mois de janvier 2022. Où vous voyez notamment l'effet Omicron, hein, concernant la courbe rouge, hein, c'est l'hôtellerie-restauration, donc qui n'a pas retrouvé en production son niveau d'avant-crise, hein, même avant le mois de janvier, et qui a pas rechuté, c'est pas une chute de la même ampleur que ce qu'on a connu pendant les confinements de 2020-2021, mais néanmoins, il y a une baisse d'activité assez marquée au mois de janvier. Et puis à droite, c'est l'industrie qui, au niveau, dans certains secteurs, était presque revenue à son niveau d'avant-crise, hein, à l'automne 2020. Mais qui pâtit de ces difficultés d'approvisionnement, hein, dont Denis réexpliquera les raisons. Donc je vais pas faire trop long là-dessus. Concernant la consommation des ménages, là vous avez la consommation en volume, des dépenses, donc les dépenses en biens,
jusqu'en février. Donc vous voyez une baisse assez nette au mois de janvier, puis un rebond en février, mais qui ne revient pas à la hauteur de ce qu'on avait en décembre. Donc ça fait écho à votre ressenti que vous exprimiez tout à l'heure. Et du coup, probablement une baisse en mars, probablement. Non, ou en tout cas, c'est trop tôt pour le dire. Pas très dynamique. Alors c'est toujours difficile de rappeler ces prévisions concernant le premier trimestre quelques jours avant les chiffres définitifs, d'autant plus que je ne connais pas les chiffres définitifs, puisqu'ils sont calculés par définition au dernier moment, dès que les données sont disponibles et publiées dans la foulée. Mais en prévision, nous, on a une baisse trimestrielle de la consommation, donc d'un demi-point, consommation des ménages, sur ce premier trimestre, donc par rapport au quatrième trimestre de 2021. Alors ça ne s'accompagnerait pas d'une baisse du PIB, puisqu'il y a côté production, on considère que ça a été un peu plus allant, et donc il y a eu quand même un peu de reconstitution de stock, donc on s'attend à un ralentissement du PIB, à une croissance de 0,3 après 0,7 au quatrième trimestre, malgré une baisse prévue de la consommation. Alors on verra ce que seront les chiffres vendredi. Alors s'agissant maintenant de l'inflation, donc je rappelle sur cette diapo, la diapo d'après, donc l'inflation elle est mesurée en glissement annuel, c'est-à-dire que donc le dernier point c'est avril 2022, donc il s'agit de l'indice des prix à la consommation comparé à l'indice d'avril 2021, donc un glissement annuel de 4,5%, effectivement inédit depuis les années depuis les années 80. Alors sur ce glissement annuel de 4,5, vous avez à peu près 2,3, c'est-à-dire plus de la moitié qui provient directement de l'énergie. C'est à la fois le carburant, le chauffage. Donc un effet marqué qui préexistait tout au long de l'année 2021, mais qui s'est encore effectivement renforcé en mars puis en avril du fait de la guerre en Ukraine. Alors, si les politiques publiques, notamment le bouclier tarifaire, n'avaient pas été mis en œuvre, on aurait quelque chose de l'ordre plutôt autour de 6%. 7 en Allemagne, 9 on a estimé à 1,5% l'effet du bouclier tarifaire. Là, s'y ajoute à partir du mois d'avril et d'ailleurs, je me suis trompé, le dernier point, c'est bien mars 2022 ici, donc c'est mars 2022, 4,5 comparé à mars 2021. Avril, les chiffres seront connus là aussi vendredi. Je ne les ai pas plus à ce jour, donc je ne peux pas les trahir. Donc vous avez à la fois cet effet des politiques publiques, bouclier tarifaire, 1,5 point d'inflation en moins. Remise à la pompe, sans doute quelques dixièmes de points d'inflation en moins également. On le quantifiera précisément dans les prochains jours. Et puis en parallèle, vous avez les effets de diffusion, de propagation des prix des matières premières au prix des biens manufacturés et au prix des biens de l'alimentation. D'accord ? Donc ce que vous voyez notamment avec la contribution en bleu tout en bas, alors certes qui pèse moins que les services, par exemple en jaune, parce que les services c'est à peu près la moitié du panier de consommation, mais néanmoins vous avez cette accélération progressive là s'agissant de l'alimentation. Alors nous avons en prévision là aussi de ce fait notamment une baisse du pouvoir d'achat au premier trimestre par rapport au trimestre précédent, et puis pas mal d'incertitudes sur l'emploi, sur les salaires pour les prochains mois, compte tenu de cette situation. Et de la politique publique quand même sur les sujets d'énergie, parce que là, pour le coup, oui. ce que vous dites enfin, on voit bien qu'il y a eu un choix en France de tamponner un peu cette inflation. Toute la question est de savoir si on va être capable de maintenir ce type de bouclier, enfin en tout cas voilà, un arbitrage aussi, bien sûr, de finances publiques à la clé. Donc à quel moment, qu'est-ce qu'on fait si les prix de l'énergie restent élevés? Quand un économiste de l'INSEE dit il y a pas mal d'incertitudes, ça veut dire qu'il y a pas mal de pessimisme en fait. C'est ça la traduction. Il faut bien reconnaître qu'on le dit souvent. Peut-être pour se protéger.
Depuis, il faut reconnaissez que depuis 2 ans, on a été servi collectivement en matière d'incertitude, avec des phénomènes par ailleurs qui sont exogènes, comme on dit quand on jargonne, c'est-à-dire qui ne sont pas du ressort des économistes, qu'il s'agisse de la situation sanitaire ou maintenant de la situation géopolitique. Donc voilà, l'humilité là n'est pas complètement feinte. Oui, j'ajoute qu'au mois d'avril, donc on aura les chiffres vendredi, mais il y a l'effet des négociations Egalim qui entrent en vigueur. Qui sont rentrés en vigueur au début d'avril et dont on sur les prix alimentaires. Sur les prix de l'alimentation, mais on s'attend bien sûr à une poussée sur les prix de l'alimentation en avril. Alors, cette hausse des prix, c'est la diapo d'après, elle peut affecter un petit peu différemment les catégories de ménages. Alors, on travaille avec les catégories dont on dispose, même si la variabilité peut être importante. C'est-à-dire, par exemple, les ménages les plus modestes, ceux du premier décile de niveau de vie, c'est sans doute différent si vous chauffez au gaz ou si vous chauffez à l'électricité, puisque la hausse des prix à l'automne n'a pas été la même avant l'entrée en vigueur du bouclier tarifaire. Alors, une fois l'an, l'INSEE réalise un exercice là de calcul de l'inflation annuelle pour différentes catégories de ménages. Donc vous avez les résultats ici pour 2021. Donc ça paraît un peu ancien par rapport à l'inflation qu'on connaît maintenant. Mais vous voyez que d'ores et déjà en 2021, caractérisé notamment par une hausse des prix de l'énergie, ce sont plutôt les ménages du premier, deuxième décile de revenus qui ont connu l'inflation en rythme annuel la plus élevée, même si la différence n'est pas non plus très marquée, c'est 0,2-0,3 points d'inflation. Alors, mais forcément, ça impacte plus le revenu disponible que sur les revenus élevés. Oui, parce que la part de l'énergie, la part de l'alimentation dans leur budget est plus importante que la moyenne des ménages. Alors, en amont, bien sûr, et c'est ce qui nous laisse penser que alors là, le dernier point de ce graphique, c'est février, c'est ce qui nous laisse penser que l'inflation peut continuer à au moins rester à ce niveau, voire éventuellement augmenter à nouveau. Les prix de production, les prix agricoles à la production, là c'est la courbe orange, donc en glissement annuel, qui sont autour de 15%. Et on s'attend à ce qu'au mois de mars, il y a eu un fléchissement en début d'année, mais on s'attend à un rebond quand on aura les données de mars et d'avril. Et puis les prix de production industrielle qui sont autour de 12% sur un an. Et donc ça, c'est en amont, c'était il y a quelques mois, et ça va se diffuser sans doute au prix à la consommation. Ça a commencé. En aval, d'ailleurs, on voit dans les enquêtes de conjoncture, là, il s'agit de soldes d'opinion sur l'évolution des prix de vente. Qui sont au plus haut, qui sont à plusieurs écarts types au-dessus de leur moyenne, et qui attestent des pressions sous-jacentes dans tous les secteurs, notamment le bâtiment, l'industrie manufacturière, mais aussi le commerce de détail. Là, je dirais que c'est de l'anticipation aussi sur la sensibilité au prix et la capacité de passer une partie des problèmes vers les acheteurs. C'est-à-dire que là, on voit que le bâtiment, a priori, n'a pas d'anticipation de hausse de prix de vente parce qu'on n'est pas capable de le retransmettre au marché, ou bien c'est des effets mécaniques. Là, non, le bâtiment, s'il y a des anticipations de... Oui, en fait, ils partent de plus bas. C'est la courbe en grise. Ouais. Ah oui, pardon. Parce qu'il y a eu un petit décalage. Ah non, d'accord, excusez-moi. D'accord. Changer de format informatique. Donc c'est la courbe. Non, au contraire, c'est très élevé. Exact. Donc il y a un décalage pour tout le monde. Le climat des affaires paru la semaine dernière dans le bâtiment est élevé, mais il masque beaucoup de problèmes d'approvisionnement. Il est tiré en partie par les prix, de fait. Parce que habituellement, quand les prix augmentent,
ma foi, c'est un signe que les choses vont plutôt bien. Là, on n'est pas complètement dans la même situation, mais le climat des affaires synthétique est tiré par les prix. Et les perspectives d'activité sont pas aussi bonnes qu'elles l'étaient il y a quelques mois dans le bâtiment. Alors justement, au-delà de ces données sur les prix, que disent les enquêtes de conjoncture? Alors, donc j'ai représenté sur ce graphe donc le climat des affaires tel qu'on calcule à partir des enquêtes dans l'industrie, en bleu, dans les services en vert, et dans le commerce de détail en rouge, donc pour pas mettre trop de courbes, j'ai pas remis le bâtiment. Alors, tous les secteurs ont été, enfin la plupart des secteurs ont été peu ou prou affectés par l'annonce de la guerre, par le début de la guerre, mais néanmoins, il n'y a pas eu de chute marquée des climats des affaires, notamment dans les services. Alors il faut dire que ces indicateurs synthétiques de climat des affaires, ils mêlent des informations sur le passé récent et sur le futur proche. Quand les choses bougent beaucoup, c'est difficile et soudainement, c'est difficile bien sûr de synthétiser cette information. Mais il y a quand même, et c'est le cas dans la plupart des pays d'Europe, une relative résistance des climats des affaires. On l'a vu dans les données d'avril parues la semaine dernière. Alors concernant la France, sauf ici, on le voit très clairement dans le commerce de détail où c'est dans ce secteur qu'en avril, les inquiétudes étaient les plus marquées. Concernant les services, plutôt secteur abrité, on va dire, par rapport à l'exposition internationale, certains secteurs ont encore sans doute un petit potentiel de rattrapage. On l'a vu tout à l'heure avec l'hébergement en restauration, qui peut tirer peut-être un petit peu la croissance des prochains mois. Et puis du côté des ménages, c'est la dernière diapo, donc la diapo d'après. Vous avez ici en orange le solde d'opinion issu des enquêtes de conjoncture sur l'opportunité d'épargner. Et puis en bleu, le solde d'opinion sur l'opportunité de faire des achats importants. Alors il ne faut pas comparer les niveaux respectifs de ces soldes d'opinion, il faut plutôt comparer leurs évolutions. Vous voyez que si on s'intéresse à l'arbitrage consommation-épargne, alors les ménages ont beaucoup épargné pendant la période Covid par la force des choses, puisque la consommation était bridée pour des raisons sanitaires, tandis que les revenus étaient préservés. Donc le solde d'opinion en orange a beaucoup grimpé, a atteint des niveaux inédits, mais il est loin d'être revenu à son niveau d'avant la crise sanitaire, tandis que du côté de la consommation, on a plutôt un fléchissement. Donc il semble que les comportements des ménages, entre ce qu'on appelle la fuite devant la monnaie, c'est-à-dire quand il y a beaucoup d'inflation, vous dites les prix vont augmenter, autant consommer maintenant. Ou alors ce qu'on appelle les effets d'encaisse réelle, c'est-à-dire vous dites il y a beaucoup d'inflation, mon patrimoine va perdre de la valeur, donc il faut je renfloue en épargnant davantage. Il y a sans doute pas mal d'épargne, d'attentisme ou d'épargne de précaution là dans les comportements des ménages en ce moment. Donc à voir ce qu'il en sera, comment ça peut se traduire en matière de consommation dans vos secteurs dans les prochains mois. Vous parliez d'incertitude pour les économistes, mais a priori, il y a beaucoup d'incertitude chez le consommateur également. Donc tout ça, c'est pas obligatoirement favorable à la consommation. Merci beaucoup pour cet exercice compliqué. On pourra revenir sur des sujets si nos auditeurs souhaitent qu'on pose des questions. Je vais passer la parole à Denis Ferrand maintenant, donc le directeur général de Rexecode, qui va nous parler, comme je disais au départ, des problématiques d'appro, parce que je veux dire, elles sont multiples. Alors je crois que vous avez décrit ça en une pièce en 5 actes, puisqu'en fait il y a des effets successifs, des choses difficiles à prévoir en amont, etc. Donc je vous laisse la parole. Oui, effectivement, on l'a présenté comme une pièce en 5 actes sur un problème qui, en réalité, avait disparu des préoccupations des économistes. Parce que pendant très longtemps,
on s'est dit, mais les problèmes d'approvisionnement n'existent pas. On trouve toujours une offre en capacité à être mobilisée pour pouvoir répondre à une demande importante. Et depuis, 2 ans, depuis l'éruption du Covid, on voit que se sont sans cesse enchaînés des problèmes d'approvisionnement, mais qui tous, en fait, ont des caractéristiques assez particulières. Et en fait, on a tout un ensemble de contraintes exogènes, pour reprendre le mot utilisé par Julien, des contraintes exogènes qui se sont toutes imposées et qui aboutissent in fine à des accélérations de prix extrêmement importantes et dont le résultat sera un probable atterrissage de la demande quand des contraintes de prix fortes s'expriment. Il est difficile de les compenser ad vitam aeternam par des soutiens de pouvoir d'achat, notamment par des systèmes fiscaux tels qu'on les a mis en France. Mais à un moment ou un autre, la résolution face à un choc de prix, eh bien, c'est une demande qui se trouve tuée d'une certaine manière. Le tout est d'apprécier dans quelle ampleur ce mécanisme intervient. Et donc, en fait, ce qu'on est en train de retrouver, c'est que ce sont les vieilles lois de l'économie qui perdurent. C'est qu'on a d'un côté... et ça, c'est l'impact des confinements. On a d'un côté une production qui a été contrainte, avec une offre de travail notamment qui s'est trouvée diminuée. L'exemple caricatural, c'est les États-Unis, on va y venir. Et en même temps, il y a eu une demande qui a été préservée. Il y a eu une distribution de demandes par l'intermédiaire de la monnaie. Tout à l'heure, Julien rappelait les 6 à 7% de progression du pouvoir d'achat, du revenu des ménages américains en 2020. La même année, le PIB faisait moins 3%. Donc on voit bien qu'il y a eu un soutien totalement artificiel de la demande par l'intermédiaire de chèques qui ont été versés à destination des ménages, alors que l'économie ne produisait pas à la hauteur de la progression du revenu. Et donc là, le phénomène originel des problèmes d'approvisionnement, il est vraiment dans ce désajustement de l'offre et de la demande. Et ensuite, il y a tout un ensemble de mécanismes qui se sont enchaînés et des phénomènes exogènes. Donc quand vous avez ce déséquilibre, vous avez des pénuries locales qui vont se former. La conséquence, ce sont des hausses de prix ou alors du rationnement, donc un jeu sur le prix ou un jeu sur les quantités. Face à des hausses de prix, quand on continue de dérouler la pelote, eh bien, c'est un risque récessif qui prend de l'ampleur. Ce risque récessif, ensuite, permet une détente de prix, permet également un relâchement des contraintes d'offres. Mais il y a bien une transition par l'intermédiaire d'une demande qui se retrouve particulièrement contrainte. Le juge de paix, donc à quel moment se font les mécanismes? Tout dépend de l'ampleur des mécanismes d'indexation qui sont mis en place. Indexation des salaires, indexation aussi des revenus au travers de politiques fiscales qui sont mises en place, et puis indexation aussi. Les taux d'intérêt, c'est une forme d'indexation sur l'inflation. Comment réagissent les taux d'intérêt? Il faut regarder en fait l'ensemble de ces paramètres qui vont nous dire à quelle vitesse va se mettre en place, va apparaître la manifestation de ce risque récessif. Donc le préambule de la pièce en 5 actes, c'est tout d'abord l'illustration des problèmes d'approvisionnement sur la slide suivante. C'est une carte, ce qu'on appelle une heatmap, où on a pris en fait tout un ensemble d'indicateurs qui reflètent les tensions qui existent entre offre et demande. Alors ici, c'est à l'échelle de la zone euro. Plus on se déplace dans le rouge, plus il y a une perception d'un déséquilibre entre offre et demande, avec une offre contrainte relativement à une demande soutenue. Je ne vais pas vous faire la liste des indicateurs. Je pense que les couleurs parlent d'elles-mêmes. Vous avez 2020 puis 2021. En 2020, c'est une insuffisance de demande qui prime, sauf dans quelques secteurs en particulier. En 2021, c'est un problème de contrainte d'offre qui s'exprime. Alors, d'où vient la contrainte d'offre? L'acte originel, c'est le déséquilibre offre-demande que l'on a sur la slide suivante. C'est le déséquilibre offre-demande que l'on voit aux États-Unis. Regardez la courbe en trait bleu, elle représente la consommation des ménages en biens durables. Et alors, elle ne se voit pas forcément très bien, mais vous avez la tendance en bleu qui est retracée. La tendance en bleu nous disait que s'il n'y avait pas eu le Covid, en 2021, la consommation des ménages en biens durables, elle se serait située à l'indice 105 début 2021 pour un indice 100 à la fin de l'année 2019, ou plutôt au début de l'année 2020. En fait, on ne s'est pas trouvé à l'indice 105, on s'est retrouvé à l'indice 135. Au sortir du Covid. Pourquoi? Parce que les ménages ont eu leurs revenus préservés. Ils se sont rendus compte que peut-être qu'il leur manquait des choses. Ils ont été confinés chez eux, il leur manquait peut-être de l'équipement. Donc ils se sont rués sur des biens. Et en plus, le revenu qu'ils avaient préservé, ils ne pouvaient pas le dépenser dans certains services. Donc la demande, il y a eu une profonde déformation de la structure de la demande en faveur de biens durables. Et donc, c'est ça qui a provoqué cette accélération très soudaine de la demande à un niveau bien au-delà de ce qui pouvait être anticipé un an auparavant. Et dans le même temps, l'offre était contrainte.
Parce que ce qui s'est passé aux États-Unis, c'est qu'il n'y a pas eu la même règle de gestion de la main-d'œuvre que ce que l'on a vu en zone euro, où on a mis en place de manière assez généralisée des politiques de rétention de la main-d'œuvre au travers de l'activité partielle. Aux États-Unis, c'est 25 millions d'emplois qui ont disparu, et donc 25 millions de personnes ensuite qu'il a fallu réembaucher, dans un contexte où il y avait déjà des difficultés de recrutement préalables au Covid. Sur la slide suivante, vous avez sur le graphique de gauche la proportion d'entreprises aux États-Unis qui se déclarent confrontées à des difficultés à pourvoir des postes. Donc vous voyez qu'avant le confinement, donc vous avez une petite barre en grisé, avant le confinement, avant l'éruption du Covid, vous aviez déjà des difficultés qui étaient quand même très exacerbées aux États-Unis comme en zone euro. Au sortir du Covid, avec une réembauche de personnes qu'il a fallu faire, des personnes qui sont devenues extrêmement mobiles, la rotation de la main-d'œuvre n'a jamais été aussi élevée aux États-Unis qu'au cours des dernières années, eh bien, il y a eu des difficultés de recrutement particulièrement aiguës. Donc, une demande forte, une offre contrainte. D'un côté, c'est ça, en réalité, nous semble-t-il, le phénomène originel des pénuries de main-d'œuvre. Et puis là-dessus, il y a tout un ensemble d'événements exogènes qui vont s'en mêler. Alors, on dit souvent, on compare les prévisionnistes aux météorologues, en disant que les prévisionnistes ont été inventés pour faire croire que les météorologues étaient sérieux. En fait, nous, il faut aussi qu'on devienne météorologue un peu quand on est économiste. Parce qu'un des éléments originaux qui a intervenu sur la période récente pour expliquer les pénuries, c'est ce qui s'est passé en termes de météo l'été dernier. L'été dernier, il n'y a pas de vent, enfin, pas beaucoup, et il y a très peu d'ensoleillement. Donc en général, pendant l'été, c'est le moment où la production d'énergie renouvelable est la plus importante. Et comme il y a beaucoup d'énergie qui vient du renouvelable, beaucoup d'électricité du renouvelable, vous n'avez pas besoin de taper dans les chaudières à gaz. Et donc vous vous retrouvez à un moment où pendant l'été, vous reconstituez le niveau de gaz dont vous aurez besoin ensuite pour passer l'hiver. Je vous invite à regarder dans le cadran nord-est ce qui s'est passé pour l'Union européenne à 27. Donc la courbe noire, c'est les stocks de gaz que l'on a que l'on a à chaque mois. En octobre, c'est le moment où les stocks de gaz sont les plus élevés. Eh bien, on s'est retrouvé en octobre dans une situation où jamais les stocks n'avaient été aussi bas. La courbe en trait bleu, c'était jusqu'à présent en historique, c'était l'utilisation, le niveau de stock le plus bas que l'on observe mois après mois. Et la courbe en tiret, c'est en gros la moyenne, le remplissage moyen. En fait, comme pendant l'été, il a fallu mettre en place, faire tourner les chaudières à gaz, ne serait-ce que pour faire tourner les climatiseurs, eh bien, on s'est retrouvé avec des stocks extrêmement bas. Les Russes ont continué d'approvisionner en gaz. Il n'y a pas eu de rupture majeure, mais les Russes n'ont pas augmenté leur distribution de gaz. Et donc, il a fallu, parce qu'il fallait justifier la mise en place de Nord Stream 2, il y avait tout un ensemble de circonstances géopolitiques qui intervenaient. C'est pas très rassurant sur la répartition énergie renouvelable pour l'avenir, entre guillemets, la dépendance à la météo. Ça dépend, s'il fait soleil, s'il y a du vent, beau, ça ira. Mais les circonstances météo ont été quand même extrêmement importantes. Et elles ont eu, notamment, pour conséquence, pour revenir sur nos problèmes d'approvisionnement, de pénurie, c'est qu'il y a eu une envolée du prix du gaz que l'on connaît, mais qui ne date pas de l'Ukraine, qui est bien antérieure. La hausse des prix du gaz, c'est à partir de la mi-septembre, début octobre, quand on voit précisément ces pénuries, qu'il y a des stocks de gaz qui sont extrêmement bas. Et quand vous avez ces stocks de gaz qui sont très bas, vous avez des hausses de prix qui vont se répercuter sur certaines productions, type les engrais, type la fabrication de tuiles, type l'aluminium. Et en fait, vous avez des pénuries locales qui vont se former. Quand tout à l'heure, Julien montrait l'indice des prix dans des moyens de production agricole, c'est notamment les engrais qui font plus 90% sur un an. Et les engrais, le coût de production des engrais, à 80%, c'est du gaz. Donc vous avez le prix du gaz qui s'envole, vous avez les engrais qui sont souvent vendus dans des contrats sur plusieurs... à terme, quoi. Sur des contrats à terme, donc ils ne sont pas renégociables, et d'un seul coup, la production devient non rentable. Donc plutôt que de supporter des pertes, eh bien j'arrête la production. Donc ça, c'est l'acte 2, un problème météo qui aboutit à des déséquilibres économiques, des déséquilibres de rentabilité. L'acte 3, on le connaît, c'est Poutine qui s'en mêle. C'est Poutine avec la remontée soudaine des prix du pétrole, la remontée des prix des biens alimentaires, parce que les espaces de pénurie se déplacent. Ce n'est plus uniquement le gaz et ses conséquences sur certaines productions très typées, mais ça va être d'autres productions dont on prend conscience maintenant. Enfin, je ne savais pas que 50%, un peu plus de 50% de la production de néon venait d'Ukraine, et que le néon, c'est important pour les semi-conducteurs. Donc les semi-conducteurs, qui étaient le chaînon manquant principal l'année dernière, va le redevenir, mais pour des raisons originales qui tiennent à la production de gaz néon.
Vous avez ensuite, on l'a découvert aussi récemment, hein, je ne pense pas que grand monde savait que l'huile de tournesol était produite principalement en Ukraine. Donc là encore, ça va poser des questions sur l'alimentation humaine et sur l'alimentation animale. Donc des nouveaux espaces de contraintes en termes de pénurie. Ajoutons à cela ce qui se passe au niveau du Covid. On n'en est pas complètement sorti, et notamment pas en Chine. Et donc on a une remontée de la congestion dans les ports, que l'on voit notamment dans cette courbe qui est empruntée à QuantCube, qui est un institut qui essaye de tracer les évolutions quotidiennes de la fréquentation des ports. Et notamment à Shanghai, en orange, vous avez le nombre de conteneurs qui sont à l'ancre au large du port de Shanghai, qui est en train de remonter très fortement. Les pointes que l'on avait précédemment, c'est des moments où il y a eu des typhons, où il y a eu besoin de rerouter en dehors de Shanghai, et où le port ne pouvait pas fonctionner. Mais donc on est en train de retrouver des niveaux extrêmement élevés et des problèmes d'approvisionnement qui s'accumulent. Là encore, l'économiste, il n'a pas grand-chose à dire là-dessus. On est vraiment sur des phénomènes exogènes, mais qui ont un effet de capillarité dans l'ensemble du système de production. Le prix du conteneur n'est pas prêt de baisser. Sauf si tout se résout assez rapidement, mais on voit que la manière dont c'est piloté en Chine ne laisse quand même pas beaucoup d'espoir. Et en fait, le port fonctionne. Le port de Shanghai fonctionne. Le problème est l'arrivée des conteneurs dans le port de Shanghai ou leur sortie du port de Shanghai, puisque le port est constitué en bulle sanitaire dans laquelle ne peuvent pas rentrer les transporteurs, ou alors avec des circonstances extrêmement compliquées. Face à cela, comment les entreprises s'adaptent ? Elles font une course d'obstacles. En fait, alors c'est un peu compliqué quand on le fait en steeplechase, mais le saut d'obstacle, c'est l'enchaînement des pénuries. Et à chaque fois, il faut trouver des nouvelles. On est confronté à des nouvelles contraintes. Et là, on est dans une situation qui est tout à fait exceptionnelle, qui était bien montrée par les enquêtes de l'INSEE sorties la semaine dernière. Vous avez dans le secteur manufacturier 3 fois plus d'entreprises qui se déclarent contraintes par des difficultés d'approvisionnement, la courbe en bleu, que d'entreprises qui se déclarent contraintes par un niveau de demande qui serait insuffisant. Habituellement, ce sont les contraintes de demande qui s'imposent, et très largement. Et là, vous voyez qu'on a mis l'historique le plus long dont on disposait sur cette enquête. Vous voyez l'écart est assez constant. Là, on est dans une circonstance qui est totalement exceptionnelle. Donc, par rapport à notre point initial, c'est bien les contraintes d'offre n'étaient pas des contraintes qui s'imposaient, et encore moins les contraintes d'approvisionnement. Là, on est dans un paysage qui est tout à fait original, et particulièrement dans le commerce de détail, où face à ces contraintes, ce qui a été mis en place, c'est notamment sur cette slide, on va limiter les stocks au maximum. On ne va pas constituer des stocks que si on envisage que les pénuries, ces problèmes d'approvisionnement sont temporaires. Et donc, on se retrouve avec un niveau de stock qui est jugé extrêmement bas, à un moment où il va falloir les reconstituer, alors même que les prix de vente vont plutôt s'accroître. Cette inversion entre la contrainte d'offre et la contrainte de demande que tu évoquais, qui est intéressant, ça fait la dernière fois qu'on s'est trouvé dans cette situation sur le plan historique, c'est quoi ? C'est au moment c'est juste c'est la Seconde Guerre mondiale ? Non, c'est plutôt après le choc pétrolier. C'est le choc pétrolier qui va donc 73, enfin c'est les conséquences post-73. Vous avez des désorganisations de chaînes de production parce qu'on se retrouve avec la même contrainte. Une contrainte qui d'un seul coup vous amène à des niveaux de prix de production qui ne génèrent pas les conditions de la rentabilité. Donc ce qui se passe maintenant, ça fait 50 ans qu'on n'avait pas eu quelque chose d'aussi violent et structurel sur cet équilibre. Ouais, en tout cas, l'INSEE n'a pas d'enquête qui remonte suffisamment loin pour tracer cet aspect offre-demande, en tout cas pour cette contrainte particulière, mais il n'y a pas d'autre antécédent que celui-ci, nous semble-t-il. Donc vraiment, on apprend, on réapprend quelque chose. Il faut être agile, quoi. Il n'y a pas de mystère. Mais c'est pas simple. Exactement. Alors, justement, pour répondre à votre question, comment se compare le choc que l'on subit, le choc de prix que l'on subit actuellement en France, par rapport aux antécédents historiques. On a essayé d'estimer, il y a un peu de doigt mouillé là-dedans, mais on a essayé d'estimer ce que représente le choc de prix de l'énergie, le choc sur les prix des produits alimentaires, le choc sur les prix des métaux, et le comparer à ce que l'on avait pu connaître en 73, au premier choc pétrolier, ou en 79-80. En gros, l'ampleur du choc, donc le choc ex-ante, le prélèvement occasionné par la hausse des prix exogènes, c'est l'équivalent de 3 points de la valeur de la production générale en France. En 73, c'était 5 points.
En 79, c'était 4 points. Donc, on est sur un choc qui est d'une ampleur qui est quand même assez proche de ce que l'on avait connu par le passé et que l'on avait totalement oublié pendant 40 ans. Alors, il y a quelque chose qui peut donner espoir, c'est que ce qui s'était passé en 85-86, où il y avait eu un contre-choc. Est-ce qu'on a devant nous la possibilité d'avoir un contre-choc où petit à petit, les problèmes d'appro se dénouent et dans ce cas, on revient dans une situation où les prix se détendent? J'avoue être assez circonspect devant la possibilité d'un contre-choc parce qu'il faudrait, dans ce cas, que l'offre puisse s'ajuster rapidement et notamment en matière de carburant. La possibilité de voir un contre-choc me paraît faible parce qu'on a eu une baisse très importante des investissements pétroliers. On a des difficultés à faire financer les investissements pétroliers. Enfin, la baisse, c'était 35% en 2020 et il n'y a pas eu de redémarrage depuis. La possibilité de financer des investissements et des pétroliers, ça va être de plus en plus difficile. Donc, la possibilité même qu'il y ait un choc d'offre, parce que quand le prix monte, vous êtes incité à développer de l'offre. La possibilité qu'il y ait un choc d'offre nous paraît quand même assez limitée. Donc, la probabilité d'un contre-choc est faible. Quand on essaye d'exprimer le choc de pouvoir d'achat dans des grandeurs, dans des éléments un peu plus sonnants et trébuchants, qu'est-ce que ça représente? En France, le choc de pouvoir d'achat, donc la troisième colonne, c'est 30 milliards d'euros à peu près en moins sur le revenu des ménages. Le choc sur les seuls prix de l'énergie, c'est 30 milliards d'euros. C'est la même chose par exemple aux Pays-Bas. Sauf que aux Pays-Bas, ils sont quand même beaucoup moins nombreux. Pourquoi est-ce que je cite les Pays-Bas? Parce que c'est le pays dans lequel il n'y a pas eu de compensation du choc de prix de l'énergie par des mécanismes fiscaux. Et donc, aux Pays-Bas, vous avez une hausse liée au prix de l'énergie qui va être de 76% quand elle sera de 23% en France. C'est-à-dire, si on fait l'hypothèse que le prix de l'énergie à partir de mars ne bouge plus, jusqu'à la fin de l'année, on aura 23% de hausse de prix de l'énergie, ce qui fait 2,4 points d'inflation pour la seule énergie. Donc 30 milliards de revenus en moins, soit 442 € par habitant en France, 2% du revenu des ménages. Aux Pays-Bas, c'est 7% du revenu des ménages qui sera prélevé, et en moyenne dans la zone euro, 3,2%. Alors, il y a des éléments qui sont un peu amortisseurs, c'est les mécanismes fiscaux, c'est aussi la surépargne des ménages. Sur cette slide, vous voyez que ici on a représenté le niveau des dépôts dont disposent les ménages en orange et dont disposent les entreprises en bleu. Et on le mesure en écart à la tendance de l'évolution des dépôts que l'on observait de 2015 à 2019. Donc avec la période Covid, il y a eu une suraccumulation d'épargne et on peut imaginer qu'une partie de cette épargne va un peu compenser le choc de prix. On va puiser dans cette épargne. Oui, mais attention, c'est ce que nous a dit Julien, c'est que quand on regarde les enquêtes de conjoncture auprès des ménages, il y a quand même avant tout une volonté de préserver le niveau d'épargne, voire de le renforcer. Et donc, on aura peut-être un peu une érosion de cette surépargne qui a été constituée, mais qui est plus une érosion subie, parce qu'il faut acheter les biens à un prix plus cher, sans pour autant faire prélever dans cette épargne pour maintenir son niveau de dépenses en volume. Et puis, ça ne concerne pas tous les ménages. Et puis, ça ne concerne pas tous les ménages. Et de toute façon, il y a un travail du CAE, du Conseil d'analyse économique, qui a montré que toute la surépargne qui avait été constituée par les ménages du premier décile de revenus a déjà été consommée. Donc la surépargne qui perdure, elle est dans les ménages qui ont le niveau de vie, le niveau de revenu le plus élevé et qui ont la propension à consommer aussi la plus faible. Donc il y a aussi une question de répartition. Donc si on résume cette présentation, évidemment forcément trop longue et avec beaucoup d'incertitudes, vous l'aurez compris, c'est qu'en fait beaucoup d'incertitudes parce qu'une bonne partie des explications des difficultés d'approvisionnement échappent à l'analyse économique. En revanche, ce qui n'échappe pas à l'analyse économique, ce sont les conséquences de ces chocs d'approvisionnement. Les conséquences, elles s'envisagent à court terme sous forme d'un prélèvement de pouvoir d'achat qui se traduira à un moment ou à un autre par une baisse du niveau de la dépense, parce qu'on ne compensera pas ad vitam aeternam les chocs de prix par des mécanismes fiscaux. Et puis, la question, elle va aussi se déplacer sur le moyen terme. Est-ce que les contraintes d'approvisionnement vont induire une réorganisation des chaînes de valeur, vont induire une nouvelle politique de stockage, par exemple, de la part des entreprises, dont on voit bien que les questions de flux tendus qui s'étaient quand même fortement généralisées, à la fois dans le domaine industriel, mais également dans le domaine du commerce, est-ce que c'est toujours adapté dans un monde qui devient plus conflictuel, dans lequel l'accès à la ressource n'est pas toujours garanti? Donc, comment est-ce qu'on réenvisage les business models? Donc, ces objectifs de moyen terme
On peut les donner un peu comme un horizon. Attention, on peut se rappeler ce qui s'était passé après Fukushima. Après Fukushima, il y avait eu beaucoup de ruptures dans les chaînes de valeur parce qu'il y avait certains biens qui n'étaient produits que dans cette zone. Et notamment dans le domaine de l'automobile, il y avait des peintures qui étaient produites uniquement à Fukushima. Et donc, vous avez les constructeurs qui ont fait assaut de déclarations, non mais on va diversifier notre sourcing et tout ça. Et puis, 2 ans après, le sourcing ne se faisait qu'à Fukushima. Donc, il y a la pression de l'instant. Est-ce que cela induira pour autant des transformations de moyen terme sur la nature du sourcing? Ça, la réponse tient beaucoup plus dans les décisions des chefs d'entreprise. Sachant qu'on ne parle pas de choses marginales. On a quand même l'impression, en vous écoutant, parce que parfois, en matière d'économie, on se dit, bon, par moment, ça va bien, par moment, ça va mal, ça monte, ça descend, puis finalement, tout ça, un peu, c'est les vagues. Mais là, c'est pas des vagues que vous nous parlez, c'est d'une marée. Enfin, c'est quelque chose qui est... C'est de rupture, on avait perçu la brutalité. Ce qu'on entend en vous écoutant, c'est la profondeur assez structurelle quand même, et la radicalité des transformations. Quand même. Non, on est vraiment sur un phénomène qui est très original, mais comme être totalement original, le fait qu'on a enfermé la population pendant plusieurs semaines. Donc c'est bien l'origine des phénomènes qui sont en eux-mêmes totalement disruptifs. Donc est-ce que l'on imagine que ce type de phénomène va se reproduire, que l'on va vivre régulièrement avec des périodes de confinement qui vont induire des ruptures dans les chaînes de valeur? À ce moment-là, oui, on peut se dire que les phénomènes d'approvisionnement sont permanents. Mais si on retrouve une situation de fonctionnement normal de l'économie, alors on peut se dire que les problèmes d'approvisionnement se lèveront, mais avec un niveau d'activité probablement un petit peu plus bas, parce que c'est toute une période pendant laquelle vous ne produisez pas, pendant laquelle vous ne générez pas du revenu, et donc votre niveau de dépense se retrouve sapé. Donc, sauf à compenser par des dispositifs. Quelle politique publique, ouais. Ouais, il y a aussi la politique publique. Mais avec en plus 2 phénomènes extrêmement lourds quand même, qui sont la guerre, avec effectivement les conséquences, parce qu'elles seront longues probablement, vu les changements de relations avec la Russie, et puis le comportement de la Chine vis-à-vis du Covid. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a confinement général à chaque fois, il y a des problèmes tout de suite de production, toujours des problèmes d'appro, etc. Et ça, c'est vrai que il est probable que politiquement, la Chine continue de gérer la chose de cette manière-là, pour des raisons politiques. On le voit à Pékin. Ouais. Après Shanghai, Pékin. Ouais. Ok, merci beaucoup. Je pense on va continuer pour pouvoir avoir un peu de temps d'échange. Donc, pour passer la parole à nos invités de chez BNP Paribas en 2 temps. Donc, tout d'abord, Stéphane Colliac pour nous... Lui, pareil, même exercice pour nous parler, marché des capitaux, actions et réactions de la BCE, par exemple, et qu'est-ce qui peut se passer ou qu'est-ce qui va se passer sur les sujets des taux d'intérêt dans les mois à venir, si tant est qu'on soit capable de le dire. Oui, donc effectivement, les marchés jouent un rôle important puisque dans la contagion des difficultés dont on parlait Julien et Denis, il y a beaucoup d'aspects de marché puisque le prix du pétrole est coté sur un marché, le prix du gaz est coté sur un marché, l'alimentation aussi. Les taux d'intérêt, a fortiori, sont des taux de marché. La Banque Centrale Européenne, pour l'instant, n'a pas réagi encore. Elle réagit par le discours et par ce qu'elle dit de ce qu'elle va faire à l'avenir. Elle dit qu'elle est dépendante aux données, principalement. Donc, on attend de voir... Elle se laisse du temps pour l'instant, on dirait. Elle se laisse un peu de temps, oui. On attend de voir ce que donnent les enquêtes du mois de mars, du mois d'avril. On les a pour partie. On attend encore le consommateur pour le mois d'avril, une enquête qui sera publiée demain pour la France. On attend d'avoir un peu plus de pouvoir un peu mieux discerner les causes entre l'offre et la demande. J'ai le sentiment personnellement qu'on a plus de problèmes d'offres. Et c'est ce que disent aussi les enquêtes, c'est ce qu'a déjà montré Denis, c'est ce sur quoi je vais m'appuyer aussi, c'est qu'on a des contraintes qui prédominent sur l'offre par rapport à la demande. Donc c'est quand même compliqué de dire qu'on a un risque récessif quand on a des entreprises qui nous disent qu'elles ont peu de contraintes de demande. C'est paradoxal, ça peut arriver, mais c'est quand même paradoxal. Quand on a une récession, normalement, on a des contraintes de demande qui montent en flèche, qui font un peu une exponentielle. Pour l'instant, c'est pas le cas. Donc, on a quelque chose d'un peu inhabituel, disons. On a des économies qui ont eu comme si elles retrouvaient des frontières. Donc, pour tous ceux qui appellent de leur vœu davantage de frontières, davantage de frontières, c'est ça, c'est des difficultés d'approvisionnement, des prix qui montent à court terme au moins. Donc, c'est un environnement différent. Je ne sais pas si vous voulez la slide. Oui, je veux bien. Merci. Alors, qu'est-ce que la BCE devrait faire? Alors, en directionnalité, il y a peu de doute qu'il y aura un resserrement monétaire. Ensuite, c'est de combien il va être
Et qu'est-ce qu'il va recouvrir? Puisqu'il n'y a pas que les taux d'intérêt. La Banque centrale européenne achète des actifs aussi. Il y a l'arrêt de ces actifs-là. C'est une sorte d'équivalent taux d'intérêt, le fait d'acheter ces actifs-là. Le fait d'en acheter, ça fait baisser les taux en général. Donc, qu'est-ce qu'on peut conclure? On peut conclure notamment que, et ça se voit dans les taux longs, la hausse des taux n'est pas du tout à la hauteur de la hausse de l'inflation. Donc on se retrouve avec des taux réels qui sont négatifs. Il y a toujours un avantage à faire encore aujourd'hui, un peu de soutien public, un peu de dette publique, puisque les taux ne sont pas si élevés. Ils sont pas, notamment le taux 10 ans n'est pas supérieur au taux apparent sur la dette publique, le taux moyen sur la dette publique, il est à peu près au même niveau. Donc ça reste, disons, pas très coûteux. Des taux réels supportables, quoi. Des taux réels supportables. Ça reste effectivement le cas. Donc si on concrétise l'histoire entre difficultés d'offre, difficultés de demande, Denis a montré les difficultés d'approvisionnement. Les difficultés d'offre, c'est pas exactement la même chose, c'est un peu plus large, mais c'est ce que je montre ici pour dire que le temps avançant, on a une confirmation que les difficultés d'offre sont les difficultés principales. Donc le risque de récession, il peut arriver techniquement, mais après tout, avec une période de très forte inflation dans les années 70, on n'a pas eu tant de récession que ça, à l'époque. On peut avoir toujours une hausse des volumes, certes anémiée, mais dans un environnement d'inflation plus forte. Et je pense qu'au fur et à mesure, c'est ce à quoi la BCE va arriver, en termes de jugement, et que donc, il faut resserrer la politique monétaire. Maintenant, est-ce qu'on le fera à la hauteur de ce que les États-Unis ont fait, de ce qui a été fait en 2011? Probablement moins. Mais la directionnalité ne fait pas de doute, puisque effectivement, il y a un choc de pouvoir d'achat. En France, il est très atténué, mais la BCE fait une politique pour toute la zone euro. En zone euro, c'est beaucoup moins atténué que ça. Et donc, il y aura des précautions qui seront prises. Mais au-delà de ces précautions, le choc d'offre étant celui qui prédomine, le choc de demande étant plus réduit, la Banque centrale européenne devrait agir. Alors, sachant qu'on est dépendant aussi de ce que fait la Fed, forcément. Enfin, j'imagine qu'on peut pas, tout le monde ne peut pas être à contre-courant, quoi. Non, sinon l'euro baisse et l'inflation importée augmente. Ouais. C'est aussi l'une des différences avec les situations précédentes de hausse du prix du pétrole, c'est qu'avec un euro plus faible, le prix en euros du pétrole ne fait que monter. Alors qu'en 2008, ce n'était pas le cas, l'euro était plus fort et donc ça a atténué la hausse du prix du pétrole. Et en ce qui concerne nos retailers, on a un autre problème, c'est les problèmes de réévaluation du dollar versus euro. C'est-à-dire qu'on a un sujet de coût d'appro au final qui est aussi un sujet de préoccupation. Effectivement. Alors si on peut voir à nouveau la diapositive. La première diapo? Oui, okay, tout à fait. Encore merci. Celle-là. Au niveau de ce que va être l'inflation, puisque ce qu'elle a été, on le sait, c'est principalement de l'énergie, au moins pour moitié. Mais à l'avenir, déjà au deuxième trimestre, sur l'inflation trimestrielle, donc on compare fin mars à fin juin, il y aura plus d'inflation hors énergie que d'inflation énergétique pour la première fois depuis un an. Donc ça fait pas si longtemps que ça, mais en tout cas, ça veut dire que ça se diffuse. L'alimentation va être un poste d'inflation important. La majeure partie de l'inflation qu'on aura vu en fin d'année n'est pas encore intervenue sur l'alimentation. On sera à plus 6% normalement en fin d'année, d'après nos prévisions en glissement annuel sur les prix alimentaires. Et toutes les composantes qu'on appelle sous-jacentes, c'est-à-dire moins volatiles normalement, les prix des services, les prix des biens manufacturés, vont aussi voir une inflation qui continuera à augmenter. Un élément important, notamment que je n'ai pas mis là, mais qui vient des enquêtes de l'INSEE, il y a un bon maintien de l'industrie, il y a un bon maintien des services, il y a un bon maintien de la construction dans ces enquêtes-là, mais il y a un effondrement du commerce de détail. Et c'est un élément important puisque la transmission de ces hausses de prix aux consommateurs se fait par cette entremise. Et il y a apparemment une difficulté au niveau des volumes, des comportements d'achat des ménages, qui peut être difficile de voir à très court terme, puisque c'est en train d'arriver, en fait, et qui se voit par cette détérioration dans le commerce de détail. Ici, ce que j'ai représenté, c'est le commerce de gros, parce que je me suis dit que vous ne l'auriez peut-être pas mis. Je ne voulais pas mettre les mêmes tailles que vous, pour avoir une information additionnelle. Donc, on a différents secteurs ici qui sont représentés dans le commerce de gros. Et on a un solde de réponse par rapport au prix de vente dans ces différents secteurs. Donc, ce qu'on voit, c'est qu'on a les réponses les plus importantes
en termes de hausse de prix de vente sur l'alimentation. Mais on a aussi des secteurs plus industriels qui sont plutôt ceux qui sont sur la droite, ici, l'avant-dernier notamment, sur lequel on a aussi des hausses de prix de vente importantes dans le commerce de gros. Donc, commerce de gros veut dire approvisionnement, donc veut dire quelque chose qui va se transmettre aussi au fur et à mesure. Donc, on a déjà eu des hausses de prix, mais le message, c'est que la majeure partie des hausses de prix, dans beaucoup de biens, reste à venir, puisque ce sont des répercussions qui se font au fil du temps. Et donc, ça va continuer à se matérialiser. Donc, pour conclure sur le point BCE, après j'élargis un peu sur d'autres sujets, mais pour conclure sur le point BCE, le débat actuel, c'est est-ce qu'on va avoir 2 hausses de taux, par exemple, cette année? Est-ce que la première interviendra au mois de juillet, par exemple, ce qui est assez rapide par rapport à de précédentes anticipations? Donc ce sera un élément important, puisque ça impliquera aussi ce que fera la courbe des taux dans son entier, le taux 10 ans, la maturité moyenne de la dette publique française, c'est à peu près 9 ans. Donc on est à 1,3% par exemple sur le taux 10 ans actuellement. Est-ce qu'on va aller à 2? Est-ce qu'on va aller à 2,5? C'est pas neutre du tout. Et puis on a des taux négatifs sur la partie courte de la courbe. Si la BCE augmente ses taux, au revoir les taux négatifs sur la partie courte de la courbe normalement, puisqu'ils sont très corrélés avec le taux de la politique monétaire. Donc ces éléments, pourquoi parler d'autre chose que de ça maintenant? C'est le fait de dire aussi que pour les entreprises du commerce de détail, comme pour les entreprises en général, la détérioration des conditions de financement, ça peut, dans un moment où la demande est compliquée, être quelque chose de préjudiciable. Mais les conditions de crédit en général, à notre sens, sont un élément supérieur en termes de coût à cette hausse potentielle des taux d'intérêt qu'on pourrait voir. Alors la détérioration des conditions, c'est notamment la détérioration des taux de marge. Ici, disons que ce qu'on a mis en termes de prévision en 2022, c'est un peu un moins 10 ans en termes de détérioration des marges. Ce qu'il faut voir, donc, c'est qu'on était sur les sociétés non financières à fin 2021, déjà de retour à ce qu'on avait avant Covid. Les marges ont augmenté pendant la période de Covid grâce au soutien des politiques publiques, ou quoi qu'il en coûte. Elles sont déjà revenues fin 2021 à leur niveau d'avant Covid. Donc c'est un niveau relativement bas, puisque si on compare les pays européens, les marges sont inférieures en France à ce qu'elles sont en Allemagne, en Italie ou en Belgique, par exemple. Et on descend encore en 2022, donc on descend à des niveaux vraiment bas. De fait, on ne descend pas de la même façon dans tous les secteurs, puisque tous ne sont pas soumis aux hausses de matières premières de la même façon. Mais on descend, par exemple, dans l'agroalimentaire à des marges un peu plus faibles, dans les transports, puisque c'est quelque chose sur lequel le coût de l'énergie a plus de prise. Et donc, on se retrouve dans une situation plus difficile. Alors, je parlais des défaillances en dernier, je vais descendre aux 2 graphiques qui sont en bas. Si on regarde en termes de trésorerie, par exemple, donc il y a l'enquête Rexecode que je n'ai pas reproduite ici, parce que je disais que tu en parlerais peut-être, mais en tout cas, ce qu'elle montre, c'est qu'il y avait une surtrésorerie par le passé. Ça se détériore, on est un peu en dessous de la moyenne historique, mais pas beaucoup en dessous. Donc ce que ça veut dire, c'est qu'on revient à une situation un peu plus normale, en fait, en termes de trésorerie. La surtrésorerie du quoi qu'il en coûte disparaît. Et c'est ce que disent aussi ces questions posées par l'INSEE, notamment au commerce de détail et à la restauration. On voit ici donc les balances de réponse. Si on compare les deux, d'ailleurs, quand on regarde la restauration, on revient plus bas que dans l'avant-Covid. On était dans une situation, donc ce que vous voyez sur les barres vertes ici, c'est une situation donc, pendant la période de Covid très difficile en termes de trésorerie, puisque le secteur n'arrivait pas à travailler, les aides ne compensaient pas les difficultés de trésorerie. Ça s'était amélioré un peu. Et si on compare à l'avant-Covid, on avait une situation qui est meilleure que celle d'aujourd'hui. Donc c'est un secteur dans lequel on est dans une situation déjà plus difficile. Je parlais en moyenne jusqu'ici, mais là je parle pour ce secteur-là. On est déjà dans une situation plus difficile que dans l'avant-Covid. Donc il y a un retour de l'activité, on réouvre. À la sortie d'Omicron, on retourne au restaurant, mais on retourne, par exemple, alors c'est un peu miscellaneous comme exemple, mais je suis allé au restaurant il y a 15 jours, la sole que je mangeais il y a 1 an à 35 €, elle était à 40 €. Donc c'est pas rien comme augmentation de prix. On est obligé de transmettre ces augmentations de prix aux consommateurs.
Le bouclier tarifaire, certains restaurateurs n'en ont pas profité par le passé, donc ils ont subi, eux, pas 4% en février, mais plutôt 40% de hausse de prix. Et donc on se retrouve dans une situation de trésorerie difficile où on peut anticiper qu'il y ait plus d'entreprises qui aient des difficultés de paiement, donc des retards de paiement, plus de défaillances d'entreprises. Maintenant, il faut quand même raison garder sur l'ampleur de ce que peut être le choc. Donc si on regarde en haut à droite ici, j'aurais dû même, parce que ça aurait été plus clair, vous mettre une prévision pour 2022 en pointillé qui prolongerait la courbe noire. Si j'avais fait ça, on arriverait à peu près à 9000. Donc dans quelque chose un peu intermédiaire, là on a les défaillances dans le commerce de détail, des choses un peu intermédiaires entre 2019, donc l'immédiate avant Covid, et donc quoi qu'il en coûte, qui a bien aidé à réduire le niveau des défaillances en France, à peu près de moitié, disons si on regarde la totalité des défaillances en France. Et 2022, déjà il y a la fin du quoi qu'il en coûte, il y a des aides dans le plan de résilience, mais elles sont ciblées. Donc déjà, on savait qu'il y aurait une remontée des défaillances. Ce que l'on voit, c'est à partir du mois de mars, une accélération de cette remontée. Ça fait écho aux difficultés de trésorerie, ça fait écho au coût, à la hausse des coûts. Et donc, on va avoir une pontification de cette courbe-là. Pour arriver à 9000 en fin d'année dans le commerce de détail, quand on regarde l'écart de début d'année, ça veut dire qu'à un certain moment, on va suivre la même pente que l'on avait en 2019. Donc c'est par ce début d'année qui était encore marqué par un relatif calme qu'on aura en cumulé sur la totalité de l'année 2022 moins de défaillances qu'avant la période de Covid. Mais la dynamique, telle qu'elle va être, elle va probablement être un peu comme la courbe rouge qu'on voit en haut, de même nature à ce qu'on voyait avant la période de Covid. Donc ce qui veut dire qu'en termes de sinistralité, de comportement de paiement, les conséquences sont là. Ce qui s'est passé sur les marchés, ce qui continuera de se passer sur les marchés aura des conséquences sur la viabilité des entreprises. Bon, écoutez, merci. Pour finir dans nos interventions, Amélie Irigoyen, donc le retail, il se porte comment, enfin, en tout cas vos clients, ils se portent comment pour en quelques mots compléter ce que vient de dire Stéphane? Merci Emmanuel. Alors si on se remet juste 30 secondes avant la crise Covid, il faut se souvenir que finalement le retail, il rencontrait depuis plusieurs années une vraie mutation. Je vais apprendre rien à personne, notamment avec le développement de l'e-commerce. Mais juste avant la crise Covid, le secteur, en fait, le retail avait été quand même particulièrement chahuté parce que il y avait eu tout d'abord la crise des gilets jaunes et puis après on avait eu aussi les grèves. Conclusion, c'est dans ce contexte particulier que le retail a abordé la crise Covid début 2020. Et malgré ça, en 2020-2021, Stéphane l'a montré sur un de ses slides, on voit qu'il y a eu finalement assez peu, ou on va dire moins de défaillances que les années précédentes sur ce secteur-là. Et ça s'explique comment? Ça s'explique par la mise en place finalement des prêts garantis par l'État avec le soutien des banques et aussi de l'État, l'aide d'État, toutes les aides qu'il y a eu, parce qu'on se souvient, on a eu tout ce qui est aide sur les salaires avec le chômage partiel, aide sur les coûts fixes, aide aussi sur les loyers. Donc tout ça a permis finalement de soutenir les entreprises dans cette période qui a été particulièrement compliquée et de leur permettre finalement de se focaliser sur leur business en les accompagnant, en les soutenant sur leur trésorerie. Si on prend juste l'exemple de BNP Paribas, nous, aujourd'hui, pendant la crise, on a accordé 19 milliards d'euros de PGE, donc de prêts garantis par l'État, tout secteur confondu, toute entreprise confondue aussi, et avec un taux de refus qui est inférieur à 2%, ce qui est extrêmement bas. Et ça signifie quoi, si on regarde le retail? Ça signifie finalement que les retailers, ils ont été massivement accompagnés dans cette période de crise. Voilà. Néanmoins, on a un point qui est très important dans le retail, et ça, même hors crise, qui est on va dire la gestion de notre BFR, la gestion du besoin en fonds de roulement. Et donc, pendant cette crise, il a été obligatoirement, les retailers ont dû faire des arbitrages. Et donc, je vais donner deux exemples. Il y a eu un arbitrage qui a été fait globalement sur les stocks, et donc une gestion plus fine des stocks.
Si on prend l'exemple, par exemple, du prêt-à-porter, cette gestion-là, elle a été faite peut-être avec finalement une profondeur sur, par exemple, certaines collections qui a été moins grande. Ça, c'est la première chose. Et puis, on a une partie sur les investissements. Et donc, finalement, tous les investissements qui n'étaient pas obligatoires, tous les investissements qui pouvaient être décalés, ont été décalés pendant cette crise. Et en gros, si je synthétise ou si je caricature un peu, les investissements qui ont été conservés, c'est les investissements qui devaient être faits sur le digital, sur l'expérience client online, etc. Tout le reste a été décalé. Voilà. Et donc, au finalement, pendant cette pandémie, alors il ne faut pas oublier, on a quand même un effet positif, même si ce n'était pas l'objet d'aujourd'hui, c'est que la pandémie, et Cédric l'a un tout petit peu dit au tout début, a été un véritable accélérateur sur l'e-commerce pour les retailers. Voilà. Donc, il faut avoir en tête finalement que pendant cette crise Covid, il y a peu de défaillances, voilà. Mais il y a une obligation des retailers à réinvestir, comme j'ai dit, effectivement, sur tous les investissements qui ont été ajournés. Ils ne vont pas pouvoir être ajournés éternellement, parce qu'on l'a fait quasiment pendant 2 ans, finalement. Et notamment, par exemple, sur tout ce qui est investissement sur les points de vente, qui ont finalement été décalés ou faits dans une moindre mesure. Là, il va falloir le refaire, parce que c'est indispensable. Et puis, on a un sujet sur les stocks. Les retailers, ils sortent de la crise avec des stocks qui sont relativement bas, voire très bas. Et Denis l'a un peu l'a dit aussi. Et on a un challenge dans un contexte où on a une hausse des matières premières. Donc ça, c'est très important. Des délais de livraison qui peuvent être très longs et des problèmes aussi d'approvisionnement, de difficultés d'approvisionnement. Là, on est dans le choc d'offre, quoi. Très clairement. Ouais. Donc, juste vraiment en synthèse, ils sortent les retailers avec peu de défaillances, voilà. Notamment aussi parce qu'ils sont toujours accompagnés par les PGE. Les PGE, ils ont été pour la plupart, les retailers, les ont décalés d'une année supplémentaire par rapport au moment où ils les ont mis en place. Ils l'ont tous fait. Et donc, finalement, il y a peu de défaillances, mais il y a quand même des points d'attention, si ce n'est des challenges, à la fois sur les stocks et sur les investissements à venir. Et du coup, j'ai envie de vous poser une question. Est-ce qu'on est capable de rembourser les PGE et de monter le niveau d'investissement parce qu'on avait en tête qu'il fallait encore accélérer l'investissement par rapport à ce qu'on était capable de faire avant. Même si on a accéléré sur l'omnicanal, il y a la consommation responsable, etc. Est-ce que ce remboursement d'emprunt de crise va venir obérer de manière dangereuse, inquiétante, la capacité d'investissement du secteur? En gros, est-ce qu'il faut allonger à 10 ans les PGE? Je pense que pour certains, il y a des arbitrages, effectivement, qui ne sont pas faciles à faire. Après, comme il y a eu cette possibilité, en fait, il y a eu cette année blanche sur les PGE, si on se rappelle bien, c'est-à-dire qu'il y a eu un an sur lequel il ne s'est rien passé. Et au bout d'un an, les directeurs financiers et les banques se sont remis tous autour de la table et ont décidé, finalement, comment on allait rembourser ce PGE. Et donc, ce que je vous disais, c'est que globalement, comme on était dans un contexte incertain, encore un an après les PGE, on était encore en plein dans les fermetures pour la plupart. Les retailers ont quand même décidé le plus souvent de décaler soit d'1, voire de 2 ans, alors quelquefois même plus, mais on va dire à minima d'1 an, les PGE par rapport à leur pronostic 1 an avant. Conclusion, ça laisse quand même une certaine souplesse pour pouvoir permettre de faire ces investissements, les investissements qui doivent être faits par ailleurs. Sur 1 an, mais après il faudra bien faire des réallocations de CAPEX un peu plus radicales que ce qu'on a fait dans le passé. Ouais. Par exemple, arrêter de créer des mètres carrés pour déplacer les investissements sur d'autres sujets. Arrêter de créer des mètres carrés, mais rénover les mètres carrés, ce qui réclame du CAPEX également. On passe à en tout cas, merci à tout le monde. On passe à notre table ronde. On va se laisser 30 minutes pour des échanges. Alors, on avait prévu quelques questions avec Cédric. Il n'y a pas de questions sur le chat. Alors, je ne sais pas si ça veut dire que tout a été plus que clair. L'idée qu'on avait, c'était d'essayer de maintenant qu'on avait dressé tout ce cadre avec sa complexité, parce que c'est simple, être dans un peu la conviction de ce qui allait se passer. Alors, je sais que l'exercice n'est pas facile pour tout le monde. En tout cas, je sais que ça ne l'est pas pour Julien, puisqu'il y a quand même cette casquette INSEE qui n'est pas simple à... il y a une responsabilité, on va dire. Donc,
le sujet, c'était effectivement... On voit bien qu'il y a une consommation qui a été très médiocre depuis le début de l'année. Donc il y avait des phénomènes, de toute façon, qui étaient prévisibles avant même la guerre de l'Ukraine, parce que l'augmentation du carburant existait, l'inflation existait, etc. Simplement, il y a eu des accélérateurs. Covid d'un côté chinois, plus la guerre en Ukraine, qui vient plomber encore plus les choses. Il y avait la campagne pour les présidentielles, il y a maintenant la campagne pour les législatives qui crée aussi sans doute un phénomène d'incertitude. Aujourd'hui, est-ce que sur un... Là, on a parlé de choses qui étaient mesurables. Est-ce que vous pensez psychologiquement qu'on a une probabilité forte de voir la consommation se retourner positivement dans les 4-5 mois qui viennent, enfin, je veux dire, ou même à quel moment vous pensez que ça peut se retourner positivement? Question compliquée, je sais. Hein. Oui, mais bon, c'est effectivement une question, c'est une question d'engagement. Hein. Tout dépend vraiment de ce que l'on appelle consommation. Il faut bien segmenter ce qui s'est passé, parce qu'on a eu une déformation de la structure de la consommation qui a été quand même spectaculaire, au regard de la nature des contraintes qui se sont exercées. Quand vous ne pouvez pas consommer dans vos restaurants, bah, vous déportez, vous déplacez votre structure de consommation, comme on l'a vu dans le cas des États-Unis. C'est quand même absolument incroyable, parce qu'en même temps que l'on voit bondir la consommation en biens, on voit chuter la consommation en services. Donc, en fait, on est dans un moment où on a peut-être un peu d'effet de recomposition, de retour à la structure de consommation des ménages que l'on avait auparavant. Mais est-ce que ça se fait à un niveau global plus bas ou plus élevé? J'aurais plutôt tendance à dire qu'on est sur un niveau global plus bas. Parce qu'on est sur de mon point de vue, on n'est pas tant sur de l'inflation que l'on est sur un choc de prix. Un choc de prix, une inflation, c'est un mécanisme qui a autant entretenu. C'est vrai qu'on n'a pas parlé de salaire, là. Aujourd'hui, on n'a pas parlé d'inflation. Voilà. On ne s'est pas dit, est-ce qu'on va rentrer dans cette boucle inflationniste? Exactement. Est-ce qu'on est dans la boucle prix-salaire? On y est un peu aux États-Unis, on n'y est pas en zone euro. En zone euro, on a avant tout un choc de prix. On a un choc, alors évidemment, c'est ce que disait Stéphane, c'est que petit à petit, on va voir changer les déterminants de l'inflation. C'est-à-dire que pour l'instant, on a une inflation qui est très déterminée par le prix de l'énergie, et c'est l'expression pleine et entière de ce qu'est un choc de prix. Donc face à celui-ci, vous ne pouvez pas faire grand-chose. Donc globalement, votre niveau de consommation, au global, il s'ajuste. Ce qui n'empêche pas de la réallocation à l'intérieur de cette consommation. J'aurais tendance à dire qu'on a devant nous plutôt moins de consommation en biens, un peu plus de consommation en services, pour un niveau global qui est plus bas. Parce que ce qui est touché pour l'instant, c'est quand même avant tout le pouvoir d'achat des ménages. Jusqu'à présent, la situation de trésorerie des entreprises a été plutôt préservée. Mais oui, là, il y a un vrai changement d'atmosphère qui est en train de se faire sur les entreprises. Les différés d'amortissement des PGE, c'était 2 ans maximum. Quand on a pu les renégocier, maintenant, on est au bout. Là, quand vous regardez les millésimes des PGE, l'essentiel a été accordé entre avril et juin 2020. Donc le différé de 2 ans, on est au bout. Et maintenant, les PGE deviennent coûteux. Enfin, on peut les conserver. Mais sauf que maintenant, ils portent intérêt, ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent. Donc ça change aussi dans les règles d'arbitrage. Et souvent, les entreprises, elles sont victimes un peu de stress post-traumatique. Parce que si les prix globalement augmentent de, mettons, 5% au global, comme il y a une part de dépenses incompressibles, de dépenses abonnées, qui est très importante dans les budgets des ménages, vous avez une idée de l'impact du reste à dépenser discrétionnaire en fin de mois, c'est-à-dire les dépenses arbitrables de consommation dans les magasins, puisque le commerce de détail, pour l'essentiel, c'est ce qui vous reste à dépenser à la fin du mois, une fois que vous avez payé le loyer, l'énergie, le téléphone, Netflix et compagnie. Donc, si tous les prix augmentent, l'impact sur le reste à dépenser dans les magasins, il est considérable pour un consommateur standard. Oui, c'est vrai que ce sont une bonne partie des dépenses d'amont, avant l'arbitrage, qui sont touchées. Enfin, quand on voit les réévaluations de sa facture de gaz qui interviennent, enfin pour ceux qui payent annuellement, c'est récemment que le choc est apparu de manière pleine et entière, parce que vous avez une réévaluation du choc de prix. Donc, je n'ai pas d'estimation précise de la répartition entre ce qui est déjà préengagé, la dépense préengagée, et ce qui reste en dépenses arbitrables. Voilà, je suis quand même surtout assez, qu'on voit, nous on l'observe déjà régionalement, on voit des comportements différents, ne serait-ce que par le coût du carburant de la voiture. C'est-à-dire que ça crée des problèmes de mobilité en réalité. C'est-à-dire qu'une partie des consommateurs est beaucoup moins enclin à se déplacer, notamment à se déplacer vers les lieux de commerce, de périphérie, etc. Donc il y a, au-delà de l'aspect pouvoir d'achat au sens de budget disponible, il y a en plus des
des contraintes qui s'imposent sur des populations différentes en fonction des lieux d'habitation et de la mobilité hebdomadaire, enfin même quotidienne, pour aller au travail ou pour aller faire ses courses. Julien Pouget, je ne sais pas si vous voulez rajouter quelque chose là-dessus, sur ces sujets d'hypothèses de conso, de problématiques enfin, on va pas dire de retournement, parce que c'est vrai qu'il y a eu, de toute façon, y compris depuis la crise, de gros changements structurels de la consommation en faveur de l'équipement de la maison, par exemple, dans le commerce, versus l'équipement de la personne. Donc, ces sujets-là, ils sont toujours prégnants. Donc, mais est-ce que vous voyez plutôt, on va dire, dans la psychologie du consommateur, une chance d'avoir envie de dépenser ou d'être capable de dépenser dans les quelques mois qui viennent, ou est-ce qu'il faut être plus que prudent sur le sujet à l'horizon de temps que vous regardez? Bon, après, je partage assez largement là ce que vient d'énoncer Denis. La psychologie des consommateurs, on essaie de l'appréhender à travers nos enquêtes. Enfin, désolé de me raccrocher du coup à des données, mais c'est mon boulot. Et effectivement, ce que ça montre actuellement, c'est quand même pas une énorme appétence pour la consommation. Voilà, je crois que Stéphane a rappelé que les données d'avril, je crois, paraîtront demain. On verra ce qu'il en sera. Après, il y a cette recomposition. Les consommateurs, on a tous été surpris par la remontée de la consommation très vive à l'issue du Covid, et malgré l'incertitude alors certes, on a préservé, du moins au niveau global, les revenus, mais il y avait quand même une situation très incertaine. En mai 2020, au moment où on a rouvert les magasins après le premier confinement, les choses sont allées finalement très vite. Beaucoup plus qu'on l'avait anticipé tous. Donc, il faut pas non plus tomber dans le catastrophisme, etc. L'appétit de consommation, hors effet conjoncturel, il y a un appétit réel pour la vie, entre guillemets, normale, enfin, surtout à l'issue du premier confinement, où c'était extrêmement singulier en termes de contraintes qui pesaient sur les agents. Donc, il ne faut pas non plus négliger donc là, peut-être que les consommateurs vont arbitrer différemment. Tu le rappelais à travers, si ça coûte cher d'aller dans un centre commercial un peu éloigné parce qu'il faut prendre sa voiture et que le prix de l'essence, malgré la remise à la pompe, il est élevé, effectivement, ça risque de... Mais inversement, il y a encore un potentiel de rattrapage, par exemple, sur certains services qui peut aider à maintenir quand même un certain niveau de consommation au niveau global. Alors, effectivement, quand on dit ça fait ponctuellement des gagnants, des perdants parmi ceux qui dépendent de la consommation des ménages. Le commerce de détail n'est pas beaucoup du côté des gagnants quand même dans les mois qui viennent, a priori. À court terme, en tout cas, c'est là aussi ce que disent les données, et elles ont été aussi utilisées par les collègues de BNP Paribas. L'enquête auprès, non pas des ménages, là, mais des commerçants détaillants, là, est plutôt parmi les plus négatives. Peut-être un peu anecdotique, mais qui est parmi les légendes urbaines en matière d'économie et de consommation. Il y a l'idée que la consommation n'est jamais bonne les années d'élection présidentielle. C'est vrai, ça ? Avec une lecture statistique et chiffrée, Oui, c'est plutôt de la légende urbaine, parce que 2007, par exemple, qui est une année de très forte progression de l'activité, la consommation va très bien, c'est une année présidentielle. 2012, c'est une très mauvaise année, mais c'est quand même avant tout déterminé par l'environnement économique, et qui à ce moment-là est donc plus là, du coup, c'était pas exogène, c'est la vraie économie entre guillemets qui conditionne les choses. Après, à chaque élection présidentielle, on voit dans les données d'enquête auprès des ménages une bouffée quand même d'optimisme sur le niveau de vie général en France au moment de l'élection. En général, ça dure quelques mois. Il y a un pic assez systématique depuis les années 80, là, qu'on n'a pas vu pour l'instant dans les données, pour les raisons que vous devinez. Stéphane. Oui, deux éléments. En fait, quand on regarde la consommation des ménages en biens, qu'a montré Julien, je crois, tout à l'heure, on est un peu en dessous du niveau d'avant Covid actuellement, mais si on enlève le textile et l'automobile, on est au même niveau, à peu près, qu'à l'avant Covid. J'ai fait l'exercice hier, donc on est pour l'instant au même niveau. Donc quand on parle de ces deux secteurs-là, l'automobile, franchement, les ménages voudraient en acheter, mais les constructeurs ne sont pas capables de les produire avant que les ménages
soit autorisé à se dédire sur la vente, hein, puisque quand on attend un certain temps, le ménage peut prendre ses pieds et aller acheter une voiture d'occasion. Le textile, on a vu une forte baisse en janvier qui avait suivi des ventes privées assez bonnes en décembre, mais c'est souvent un poste d'ajustement assez rapide quand il y a des difficultés de revenus pour les ménages ou des difficultés pour Et puis, est-ce qu'il n'y avait pas un manque de stock en réalité dans cette période de janvier par rapport aux prévisions d'achat, enfin, qui étaient quand même assez restrictives? Une partie des acteurs avaient moins acheté. Donc, est-ce que cet effet, notamment, enfin, on va parler les soldes, mais ce n'est pas pour parler des soldes, cette période normalement qui est un problème de soldes, est-ce qu'en gros, il n'y avait pas moins de matière dans les magasins et que ça n'a pas eu quelques conséquences Si. Et puis, c'est un secteur qui est aussi concerné par les difficultés d'approvisionnement, hein. Donc, toutes les matières à peu près sont concernées. Donc, les matières textiles, comme les autres, peut-être un peu moins, mais sont concernées quand même. Donc, il y a du retard dans les approvisionnements, bien sûr. Et quand on doit partir sur une nouvelle collection, à un moment donné, c'est là que ça se voit aussi. Ouais. Donc, il y a eu un mois de décembre qui a été quand même particulièrement bon. Hein. On l'a vu. Hein, donc, forcément... Oui, ça puisait dans les stocks qui étaient déjà un peu tendus. Oui, d'ailleurs, c'est pour revenir sur ce que vous disiez tout à l'heure, notamment sur l'équipement de la maison, il faut aussi faire attention à quel repère on a. C'est-à-dire qu'on ne peut pas non plus avoir des années excellentes sur des années excellentes. Donc, dans le textile, on est dans un sujet très différent. Par contre, dans l'équipement de la maison, c'est évident qu'à un moment donné, c'est un peu comme les évolutions du e-commerce. Quand on voit des baisses, mais sur un e-commerce qui a beaucoup augmenté. Donc, on a des problèmes de repère, en fait, par rapport à des bases qui ne sont pas évidentes. Et quand on est retailer, pour l'avoir été longtemps, il ne faut pas qu'on soit obsédé non plus par le N-1 parce que forcément, sinon, on voit tout en rouge, on est paniqué. Donc, c'est là où c'est complexe. C'est quoi notre bon repère? Donc, et j'avais une question, après Stéphane, vous n'avez pas fini apparemment, mais j'avais quand même une question sur les sujets des appros pour tous les deux. Comme j'en ai pas beaucoup, je la pose. Deux questions en fait. Est-ce que les stocks, ça c'est plus pour Amélie, mais je suis pas sûr que vous sachiez répondre, mais je vous pose la question quand même. Est-ce qu'ils sont plutôt liés à de la prévision d'entreprise qui a acheté moins par incertitude, ou est-ce que c'est lié à des difficultés d'appro? Je ne sais pas si on sait répondre. Et deuxièmement, est-ce que ça change fortement les problématiques d'approvisionnement et ces problèmes d'offres, la tension entre fournisseurs et distributeurs, et notamment est-ce que ça donne un pouvoir de négociation beaucoup plus important du fournisseur pour des raisons justement de manque de disponibilité d'offres et donc de capacité de fixer des prix plus élevés. Alors je ne sais pas, tous les deux. Oui, peut-être avant de passer à ça, j'avais quelques chiffres de pouvoir d'achat, donc avant qu'on passe à autre chose, peut-être les données. Donc on a fait différents calculs sur le pouvoir d'achat en entier. On devrait avoir une baisse de 0,3% d'après nos calculs en 2022. Alors ça cache des effets de base parce qu'on a terminé l'année 2021 très bien, notamment avec le chèque inflation. La dynamique est mauvaise sur les 2 premiers trimestres, mais par exemple, si on enlève toutes les mesures de blocage des prix dont Julien a parlé, donc l'effet de 1,5% sur l'indice des prix, la ristourne sur le carburant, ce qui va venir en termes de hausse de salaire, mais qui dépend directement de l'inflation qui vient d'arriver. Donc que ce soit le SMIC, les fonctionnaires, les retraites, je pense que j'oublie à peu près rien, parce qu'il y a beaucoup de choses quand même. On aurait une baisse de 2,7% du pouvoir d'achat. Donc il y a 1,2 d'écart. Non, 2,4. 0,3, 2,7. Ah pardon. Et de pouvoir d'achat, oui. Ouais. Exactement. Merci. Donc ça aurait pu être bien pire. Effectivement, bon, c'est peut-être pas des solutions à très très long terme, mais ça nous rend un peu optimistes, disons, sur la suite de l'année. Et ça répond aussi à votre question sur le scénario, parce qu'on a une correction du pouvoir d'achat qui se fait avec retard, notamment sur la partie salariale. Ça va se faire pour tout ce qui est régulé avant l'été, nous a-t-on dit, donc c'est un peu le rythme. Le SMIC au 1er mai, c'est un peu plus tôt. Les retraites au 1er juillet, probablement, c'est ce qu'on nous avait dit. Les fonctionnaires en juin, puisque avant l'été, c'est un peu ça. Mais l'inflation, elle est arrivée au mois de mars. Donc il y a un problème de pouvoir d'achat, de décalage dans le temps entre la problématique et la réponse à la problématique. Dans le secteur privé, il va probablement y avoir plus de primes aussi. Il y a la défiscalisation, puisque c'est le candidat Macron qui a été élu, il va le mettre en œuvre. La défiscalisation de la prime Macron. Ça va, normalement, si on la met en œuvre, c'est une prime plus élevée, d'autant plus si on a des accords d'intéressement de participation. Donc, il va y avoir un ajustement des salaires à cette inflation, mais retardé. Et donc, la consommation, au moment où cette correction des problématiques de pouvoir d'achat se sera faite, elle doit rebondir, normalement.
Donc, dans les 2-3 prochains mois, ça va être un scénario plutôt noir. Mais par la suite, d'autant plus qu'on fait des économies pour les vacances, il ne faut pas mésestimer cet effet-là. Après, on part en vacances. Et c'est la première fois peut-être depuis 2 ans qu'on va partir un peu le cœur léger sans penser à du Covid. Il est en Chine, mais chez nous un peu moins. On touche du bois quand même. Effectivement, donc on touche du bois. Et donc en termes de scénario, on peut avoir cette sorte de courbe en U où on descend, ou de courbe en J, pardon, où on descend et on remonte un peu par la suite. Est-ce que ça vous... Si j'essaie de résumer les différents points que vous avez les uns les autres sur l'appétence à consommer et les perspectives de consommation, il me semble que ce que j'entends, c'est que vous dites que structurellement, l'appétence à consommer, il n'y a pas de signe d'une érosion forte ou majeure. Il y a des réallocations de priorités qui ne sont pas finies de se restabiliser, mais enfin, globalement, les gens ont quand même plutôt encore envie de dépenser leur argent dans les magasins, structurellement. Que deuxièmement, sur le pouvoir d'achat, il y a un impact, mais finalement, la prévision que vous évoquez, l'impact n'est pas si dramatique que si effroyable que ce qu'on aurait pu redouter. Il y a un élément que je n'ai pas donné, j'ai oublié jusque-là. Vous parlez tout à l'heure du revenu arbitrable. Si on prend ce revenu arbitrable, on est à moins 1,3. Donc là, c'est un peu plus violent. D'accord. Mais donc, finalement, si je décante beaucoup tout ça, il me semble que le point d'interrogation, la variable qui déterminera les niveaux de consommation beaucoup, c'est la réaction psychologique à l'inflation. Et les arbitrages de consommation que peut déclencher l'inflation. Est-ce que ça vous paraît juste comme hypothèse ? Après, dans un contexte où les contraintes d'offres jouent aussi. Donc l'inflation, là, elle se passe dans les supermarchés, objectivement, puisque quand on détaille l'enquête de l'INSEE sur le commerce de détail, c'est dans le commerce généraliste qu'on a le plus de détérioration. Donc c'est les supermarchés, hypermarchés, donc c'est à ce niveau-là que ça se passe. Dans un supermarché, on achète certes un peu de tout, mais quand même principalement de l'alimentation. Donc ça veut dire que ça va se porter là-dessus. Et comme c'est un élément qui était résilient dans la consommation des ménages, la période Covid nous a ramené dans nos assiettes, amélioré notre alimentation notamment. Là, avec des hausses de prix, on va faire un peu l'inverse, notamment pour les ménages qui n'ont pas les moyens. On va baisser en qualité en termes de consommation, en valeur ajoutée. On va acheter davantage de choses importées, puisque quand c'est de moins de qualité, c'est davantage importé. Donc ça va faire disparaître une partie de cet effet positif en termes qualitatifs qu'on avait vu au moment de la période de Covid. Pour les ménages les plus modestes, le taux d'épargne est très, très faible, presque nul, zéro. Ouais. Donc il y a l'arbitrage consommation-épargne pour le premier quintile de revenus, il existe assez peu au fond. Et donc ça se traduit, ça passe, comme ça vient d'être dit, par une moindre consommation au volume ou par des arbitrages sur la qualité de ce qui est consommé. Donc comme d'habitude, l'impact est plus fort sur les gens qui étaient déjà les plus tendus en termes de revenus. Et donc ça veut dire que les commerçants qui vont être le moins impactés dans les mois qui viennent, c'est ceux qui ont des clients plutôt aisés, on va dire. Ou en tout cas où les clients aisés représentent une part plus forte du chiffre d'affaires. Oui, il y a probablement effectivement un peu d'effet de sélection, mais il y avait aussi l'année dernière beaucoup la question de qu'est-ce que l'on va faire de cette surépargne qui a été accumulée. Et cette surépargne, donc celle qui a été constituée parce qu'il n'était pas possible de dépenser et que les revenus ont été préservés. Donc c'est comme ça que ça a été accumulé, pas loin de 770 milliards d'euros qui a été estimé par l'INSEE. Donc on a par la Banque de France, pardon. Je crois que c'est la Banque de France qui l'a estimé. Rendons à César ce qui lui appartient. Et en fait, cette surépargne, une partie se retrouve happée par les hausses de prix, et notamment, donc comme on l'a dit, par ceux qui sont plutôt dans le bas de la distribution. Mais pour l'essentiel, on a quand même plutôt l'impression qu'elle va rester dans les patrimoines. Qu'il ne va pas y avoir un réinjection dans la dépense finale, que ce soit une dépense de consommation, sous quelque forme que ce soit sous forme d'une dépense d'investissement dans la formation d'un nouveau logement. Donc, et on voit d'ailleurs que les prix des patrimoines, enfin la valeur des patrimoniales augmente. Enfin, je veux dire que toute cette logique-là. Oui, tout à fait. Il y a vraiment il y a le comportement d'encaisse réelle, pour en parler avec le jargon d'économie, ce comportement d'encaisse réelle risque de l'emporter plus que l'effet de... Donc on est plus fourmi que cigale. Oui, a priori, on est plus fourmi que cigale. Et c'est un peu ce que l'on voit avec les enquêtes de conjoncture de l'INSEE, où la capacité à épargner est forte. Quand vous parlez de choc d'offres, vous l'avez effleuré, mais on ne s'est pas attardé. C'est pour produire, il faut avoir des gens qui produisent, et pour vendre, il faut avoir des salariés dans les magasins. Donc c'est la question des difficultés de recrutement
qui dans certains secteurs sont absolument terrifiantes et qui sont qui pénalisent vraiment le niveau d'activité, y compris dans le commerce. Alors tu parlais du bâtiment tout à l'heure, Emmanuel. Dans le négoce de bâtiment, par exemple, le problème de recrutement chez les Point P et autres, Big Mat, etc. Là, ils ont un énorme problème de recrutement. Ouais. Ils ont plus de problèmes à trouver des collaborateurs qu'à trouver des clients, hein, clairement. C'est ce qu'on évoquait tout à l'heure. C'est un peu général dans le commerce, même si c'est à des degrés de gravité moindres. Il y a un DG d'une chaîne de grands magasins la semaine dernière qui me disait que les postes ouverts non pourvus, les offres d'emploi non pourvues qu'ils ont en ce moment, c'est 10% de leurs effectifs totaux. Ce qui est énorme. Enfin, c'est quelque chose que vous percevez, que vous avez une lecture là-dessus? C'est quelque chose de durable? On a une explication, tout simplement. Ils sont passés où, tous les gens qui travaillaient avant Covid? Ils sont pas tous morts, je veux dire. Ils sont où? Il y a alors effectivement les difficultés de recrutement. On interroge tous les trimestres. Il y a à peu près 600 PME qui répondent à des questions que l'on pose et on leur demande quel est le premier frein à votre activité. La première réponse qu'il y a, ce sont les difficultés de recrutement. Alors, il y a des phénomènes de réallocation sectorielle qui sont en train de se produire. Quand on regarde les statistiques de mobilité dans l'emploi, elles sont au plus haut. C'est pas très élevé, notamment en France, relativement aux États-Unis. En gros, aux États-Unis, vous avez actuellement 3,5% de l'emploi qui est en rotation chaque mois. C'est un niveau que l'on n'a jamais vu. Habituellement, vous avez 2% de l'emploi qui est mobile. En France, on est actuellement à 2%, un petit peu plus, actuellement 2,5% par trimestre. Donc, vous avez 2,5% de personnes qui démissionnent, qui sortent de leur emploi pour essayer d'aller en rechercher un. Donc, vous avez un phénomène de nature un peu frictionnelle en ce moment, qui joue, mais qui est en réalité plus le sommet du mouvement des difficultés de recrutement que ça n'est le fondamental. Enfin, pour moi, c'est une donnée que j'évoque assez souvent, mais il me semble que le phénomène principal, le problème principal que l'on rencontre sur l'emploi en France, c'est notre incapacité à mettre dans l'emploi les personnes qui ont le niveau de formation le plus faible. Mais dans le commerce de détail, cette explication, on l'entend souvent, et je comprends cet argument-là sur la lecture globale de l'économie. Ouais. Dans le commerce de détail, on a aussi du mal à recruter des caissières, des manutentionnaires dans les entrepôts, oui, et des gens qui ont des niveaux de qualification modérés. Surtout, mais justement, mon point, il est que les difficultés de recrutement sont beaucoup plus sur le bas de la distribution des qualifications que sur le haut de la structure de qualification. Pour une raison qui tient, c'est qu'on regarde souvent les problèmes, les taux d'emploi, on les regarde souvent par catégorie d'âge. En fait, c'est pas tant là qu'il y a un problème. Notre problème, il est beaucoup plus dans notre capacité à embaucher les personnes à bon niveau et à mettre dans l'emploi les personnes qui ont le plus faible niveau de qualification. Je vais donner juste 2 chiffres. En France, vous avez 83% des personnes qui ont un bac+5 qui sont en emploi. Très bien. C'est au même niveau que l'ensemble de la zone euro. On se compare, enfin, on est plutôt dans la bonne fourchette. Sur les personnes qui ont le plus faible niveau de qualification initiale ou aucun diplôme, on est à 38%. C'est au même niveau que l'Italie. Vous avez 45 points d'écart entre ces 2 taux d'emploi. Il n'y a aucun pays en Europe qui a un tel écart de taux d'emploi. En gros, on sait embaucher les personnes qui ont le diplôme. Ça ne veut pas dire qu'on les embauche bien. Quelquefois, on les sous-emploie. Ils se retrouvent à occuper des postes qui ne correspondent pas à ce pourquoi ils ont été formés. Et donc, on déclenche la frustration. Et en revanche, sur le bas de la distribution, on n'inclut pas dans l'emploi. Ou on inclut très mal. Quand je parle des personnes qui ne sont pas formées, en France, les 15-64 ans qui n'ont aucun niveau, qui n'ont pas de diplôme ou le niveau de diplôme le plus bas, c'est 9 millions de personnes. Donc, et dans ces 9 millions, vous n'en avez que 38% qui sont en emploi. Il n'y a aucun autre pays qui fait aussi mal que nous en termes de capacité d'inclusion dans l'emploi. Et donc, en fait, c'est un engagement aussi de la part des entreprises. On sait que ce sont des personnes qui sont beaucoup plus difficiles à réinsérer dans l'emploi. Cela demande un effort de formation, un effort d'accompagnement qui est extrêmement coûteux, mais qui est probablement le meilleur levier actionné si on veut arriver à résoudre nos difficultés de recrutement. Et c'est aussi un défi d'inclusion. Et du coup, vous estimez par exemple que les changements générés par la Covid, notamment les problématiques liées au télétravail sur un certain nombre de fonctions, et donc du côté un peu équilibre vie personnelle, vie professionnelle différent, ça n'est pas pénalisant pour ce type de job qui pour du coup, dans le commerce, sont du présentiel, il faut travailler le samedi, etc. Ça vient se cumuler à l'autre sujet ou Oui, ça vient se cumuler, mais c'est un peu justement cette partie un peu frictionnelle. Vous avez des transferts d'un secteur d'emploi à l'autre. Enfin,
Je me souviens être intervenu dans le secteur de la construction où on m'évoquait des cas de personnes qui travaillaient auparavant dans le secteur de la restauration qui désormais cherchaient à s'embaucher dans le secteur de la construction. Ce qui est quand même pas tout à fait les premières compétences que l'on imagine pouvoir se transférer d'un secteur à l'autre. Mais pour autant, voilà, vous avez ce phénomène de mobilité qui est accru, donc qui crée de la friction additionnelle. S'ajoute à cela effectivement des changements de comportement vis-à-vis des horaires. Donc ce sont des adaptations que vont devoir mettre en place les entreprises, parce que là, tout à l'heure par rapport à la question qui était posée sur fournisseurs, distributeurs, c'est un peu la même question qui se pose dans la gestion de la main-d'œuvre. C'est-à-dire qu'on est dans un moment où on voit réapparaître une question qui est avant tout une question de conflit de répartition. L'inflation, quand elle intervient, c'est un conflit de répartition entre ceux qui sont price takers et ceux qui sont price makers. Et on est en train de voir s'exprimer de manière un entretien d'embauche pour un recruteur devient un entretien de vente et pas un entretien d'achat. Et avec des paramètres aussi nouveaux, c'est-à-dire que ce n'est plus une négociation uniquement sur un salaire, mais c'est aussi une négociation sur des conditions de travail. Amélie, il y avait un point à rajouter sur les sujets Non, pas clair. Après, sur les sujets RH, effectivement, on a pu voir que les entreprises qui ont conservé leurs salariés pendant la crise, c'est celles qui ont pu se remettre le plus vite finalement en selle, et donc d'où le fait, mais c'est ce que tu disais un peu, d'avoir une politique RH, d'accompagner effectivement ces salariés au mieux. Ok, écoutez, alors moi j'ai une dernière question pour tout le monde. Est-ce qu'on est au début d'un retour réel de l'inflation ? C'est-à-dire, est-ce qu'on va avoir, enfin votre conviction, c'est est-ce qu'on va rentrer dans une spirale prix-salaire durable, ou est-ce qu'on n'en sait encore rien et qu'on est potentiellement dans une logique de prix haut de l'énergie mais sans inflation derrière et sans impact durable sur les rémunérations ? Je suis pas sûr qu'on sache répondre, mais c'est quoi votre avis là-dessus ? Je pense, Stéphane, si tu me permets, comme tu as déjà un peu répondu à cette question en parlant des différés qui vont s'installer, parce qu'on voit que le choc de prix, il est immédiat, et la répercussion en termes de salaire, elle va se diffuser dans le temps, avec dans un premier temps le SMIC. Mais est-ce que ce sera durable ? Alors, justement, pour nous, on a du mal à imaginer qu'on va se retrouver dans des circonstances type années 70, où un choc initial de prix qui était massif, 5 points de prélèvement de pouvoir d'achat qui est sur l'ensemble de l'économie, qui était intervenu en 73, avait ensuite généré une boucle inflationniste, parce qu'il y avait à ce moment-là les mécanismes d'indexation qui ne concernaient pas que le SMIC, mais qui concernaient en réalité 100% des salariés. Quand on allait rechercher un peu de la littérature économique qui se faisait dans les années 70 et qui montrait bien que de facto, vous aviez une indexation à 100% des salaires sur les prix. Là, on n'est pas du tout dans cette circonstance. L'indexation, elle va se faire en décalé, parce que les négociations, les NAO, elles se font principalement sur l'inflation. Elles sont passées, c'était à la fin de l'année dernière ou au début de cette année, elles se font sur l'inflation constatée et pas sur l'inflation anticipée, ce qui veut donc dire que les prochaines NAO, elles vont embarquer l'inflation que l'on connaît aujourd'hui. Donc elles vont être un petit peu plus fortes. Où est-ce qu'elles vont s'arrêter ? Là, c'est un peu la bouteille à encre, mais on va avoir probablement une accélération quand même assez franche des salaires partout, les entreprises le pourront, sauf que, ça a été très bien montré par Amélie, sauf que le climat est en train de changer du côté des entreprises. Il y a quand même beaucoup plus de prudence. Stéphane le rappelait également, la trésorerie n'est plus exactement la même, les questions de marge vont réapparaître, et donc on n'ira peut-être pas, il n'y aura pas une compensation intégrale probablement de la hausse des prix par les évolutions de salaire, d'autant que se met en place des dispositifs qui tiennent aux primes, et les primes... avec aussi des risques de tension sociale. Avec probablement un peu plus de conflictualité. Mais en tout cas, pour nous, on va rester sur des niveaux de prix, sur des progressions de prix qui ne seront plus le 1% que l'on a connu en moyenne dans les années 2010, plutôt aux environs quelque part entre 3-4% pendant 2-3 années, et, le temps que l'économie réatterrisse, parce que ça fait quand même 2 ans que l'économie est à peu près nulle part. Stéphane, un dernier mot, Stéphane, là-dessus ou... Oui, ça dépend aussi quand même curieusement du contexte géopolitique, parce que on fait des conjectures, mais il y a quelques décisions qui peuvent être... Si on a des sanctions sur le pétrole ou le gaz russe, on va facilement beaucoup plus loin en termes de prix du pétrole, et donc on prolonge l'inflation. Au-delà de ça, si ça n'arrive pas, ce qu'on voit, c'est que plutôt ces dernières semaines, le prix du pétrole, par exemple, est un peu plus bas que là où il était il y a encore au mois de mars, et des prévisions qu'on avait tous fait en s'ajustant à ce qu'on voyait à ce moment-là.
Donc on va avoir un effet de retour, normalement, s'il n'y a pas de nouveaux chocs sur les prix de l'énergie qui vont baisser à partir d'un certain moment. Donc une partie du choc inflationniste va disparaître. Après, est-ce qu'on va revenir à 1,5% d'inflation ? Probablement pas. On sera à 2,5-3%, avec le choc d'énergie en moins et puis le reflux de ces prix-là. Et donc les salaires, à un moment donné, il va falloir qu'ils suivent un peu quand même, parce que on parle de tension de recrutement. Si on a une tension de recrutement, ça veut dire aussi que les salariés peuvent demander davantage de salaire. Nous, on a des exemples de jeunes diplômés ou de gens qui ont un bac plus 2 qui demandent le salaire que je demandais quand j'avais pas bac plus 2, mais 2 ans d'expérience, le salaire que je demandais quand j'avais 7 ou 8 ans d'expérience. Donc, on voit que si on compare avec des âges un peu équivalents, on grimpe plus rapidement dans l'échelle des salaires maintenant quand on est un jeune travailleur avec un peu d'expérience. Ça devient une denrée rare, on se les dispute d'institut en institut. Donc ça va avoir un impact sur les salaires mécaniquement. Oui, il va y avoir aussi une question sur l'inflation qui est la manière dont on pilote le débranchement des dispositifs que l'on a mis en place. Comment est-ce qu'on sort du bouclier tarifaire ? Normalement, c'est en juillet qu'il disparaît. Donc, est-ce qu'on met en place des dispositifs qui sont plus ciblés ? C'est un peu la tendance qui semble se dessiner dans les discours. Mais clairement, il va y avoir une très grande prudence au moment de débrancher les dispositifs. Enfin, le 18 centimes en moins sur le carburant, ça ne va pas se faire comme ça. L'impact politique est énorme. Ouais, tout à fait. Là, on raisonne comme si les choses avaient vocation à se recalmer ou à se réguler progressivement, mais comme vous disiez, Stéphane, il y a des risques sociaux. On peut avoir une 4e mi-temps un peu animée à l'automne. Et on a des risques géopolitiques qu'on maîtrise absolument pas. Donc Mais si je vous entends, en fait, l'impression qu'on a en vous écoutant, c'est qu'on va avoir des mois à venir qui sont encore compliqués sur le plan de la consommation, malheureusement, probablement avec des impacts d'inflation qui font que ça risque d'être un peu compliqué sur les ventes des magasins. Mais que finalement, hors nouveau choc exogène, d'ici 18 mois, 2 ans, tout ça devrait normalement se calmer ou s'apaiser progressivement avec une régulation, un retour à une forme d'équilibre entre l'offre, la demande, etc., qui se fasse un peu tranquillement, hors nouveau choc. Mais un peu moins tranquillement, parce que tout à l'heure, j'ai souhaité continuer sur la première question, et donc du coup, on ne peut pas parler de votre deuxième question sur les difficultés d'approvisionnement. On ne va pas avoir le temps, mais juste en 2 mots, quand on regarde par exemple les stocks dans l'industrie manufacturière en France, là où ils sont en dessous de la normale, c'est tout ce qu'on appelle les biens intermédiaires habituellement. Donc ce qui sert à produire pour les autres, quoi. Plastique, chimie, papier, toutes les matières en fait. Donc on parle de la matière qui nous sert à nous chauffer, à circuler, etc., à l'énergie, à manger. Mais il n'y a pas que ça. Il y a des pénuries de papier, par exemple, toujours, de plus en plus. Donc l'emballage, on s'est remis à faire davantage d'emballage, mais ce n'est pas le seul problème. On a des stocks, niveaux de stock qui sont très très bas dans les plastiques aussi. Donc parfois on ne trouve pas du plastique pour mettre de l'eau dedans, tout simplement. Donc ça c'est la poursuite du choc d'offre, parce que derrière forcément... Mais ça ne se résorbe pas. Ouais. C'est pas qu'une question de prolongation des difficultés sur les semi-conducteurs liées à la guerre en Ukraine, c'est plus large que ça en fait. Et c'est le problème de contenants ou de matières ou de biens intermédiaires. On ne voit pas le bout de ces difficultés-là. On va faire du produit renouvelable, de l'éco-conception. Oui, Julien, le mot de la fin pour vous, avant que Cédric et moi ne concluions, mais vous souhaitez apporter quelque chose de plus là-dessus, votre avis ? Beaucoup a été dit, y compris sur la dépendance d'éventuels chocs exogènes à venir. Hein. On a vu tout ce qui s'est passé pendant ces 2 ans, donc voilà, il faut jouer de rien. Après, à plus long terme, il y a d'autres questions structurelles qui peuvent se poser sur l'inflation. Quel impact de la transition écologique ? Les choix politiques sur l'écologie. Comment à moyen terme, les chaînes de valeur se reconfigurent ou pas, ou partiellement. Je crois que c'est Denis tout à l'heure qui citait l'exemple où finalement, après crise précédente, on a dit que tout changerait, mais finalement peu de choses ont changé. Donc voilà, il y a des questions de plus long terme là quel impact inversement des avancées, des progrès technologiques, de la numérisation, qui
peuvent avoir un impact un peu à la baisse sur les prix. Voilà, il y a tout un ensemble qui a l'impact de la démographie. Enfin, on a discuté avec Denis la semaine dernière sur les prix. Donc on n'est pas prêt de sortir des questions de long terme, à la baisse comme à la hausse sur les prix. Sérieusement, la réorganisation des chaînes d'approvisionnement sous le coup d'un gain de lucidité et de maturité des acteurs, ça paraît quand même pas d'un hyper-réalisme. Par contre, il y a des évolutions géopolitiques qui vont peut-être nous y forcer. Oui, puis des taxes, les éco-taxes à l'entrée au marché européen aussi. C'est-à-dire qu'il y aurait forcément des équilibres un peu différents sur les problématiques de valeur finale de prix. Cédric, on va être obligé de conclure. Donc, Cédric, en fait, le sentiment que j'ai, je l'ai formulé il y a 3 minutes, c'est-à-dire que bon, il n'y a pas beaucoup d'optimisme quand même à court terme. Il y en a un peu ce qu'on entend à court terme. Ouais. Donc ça veut, moi si je prends une casquette, c'est pas la fin du monde, on va dire. Si je prends une casquette de distributeur et que je me dis qu'est-ce qui peut m'attendre dans l'année qui vient, ce que je retiens, c'est que ça va sans doute rester morose en termes de consommation encore un certain temps, tant que la hausse des prix perturbe autant la lecture des arbitrages consommateurs et provoque des comportements de précaution, et tant que les médias nous parleront que de ça, ça va pas aider. Que pour autant, sur le plan simplement de la comptabilité du pouvoir d'achat, etc., alors c'est pas terrible hein, quand même, de 1,3% de baisse de pouvoir d'achat libéré, c'est quand même, en fin d'année, c'est quand même pas terrible. Mais enfin, c'est pas non plus dramatique. Qui a un petit peu d'épargne, même s'il n'en reste pas tant que ça, mais il en reste un petit peu à prendre quand même, qui a une appétence à consommer qui fondamentalement est plus ou moins forte selon les secteurs d'activité, mais qui n'est pas si mauvaise que ça. Donc, le sentiment que j'avais, c'est que court terme, plutôt pas terrible, pas catastrophique, mais pas terrible. Moyen terme, finalement peut-être moins négatif que ce qu'on pouvait craindre avant le début de ce webinaire. Et long terme, bah alors là, de toute façon, c'est la boule de cristal. Merci beaucoup, Cédric. Donc, moi, il me reste à vous remercier. Hein, déjà, je sais que vous avez fait un exercice qui n'est pas toujours aisé. Donc, en tout cas, merci d'avoir joué le jeu. Et je pense que ça permet à chacun, d'une part, d'avoir cette checklist de sujets, parce qu'en fait, il y en a quand même beaucoup, et on verra bien ce qu'on peut éliminer dans les mois qui viennent dans ces incertitudes. Merci aux participants. Bon. De toute façon, il va falloir qu'on apprenne à continuer à vivre dans l'incertitude. C'est-à-dire que le sujet de dire je suis capable de me projeter à 5 ans, il va falloir choisir ses axes, quoi. Parce qu'en tout cas, donc c'est aussi ça, c'est un sujet d'obligation d'agilité intellectuelle et d'organisation. Quand tu poses tes capex, il faut bien raisonner sur du moyen long terme. Je sais. C'est extrêmement compliqué. Et justement, ce que je disais en plus, mais dans un moment où il faut investir dans la transformation. Et surtout pas prendre de retard. Parce qu'en fait, en réalité, tout ce qu'on observe dans les travaux qu'on fait les uns et les autres, c'est les problématiques liées à l'obligation d'investissement pour continuer de se transformer et lutter et s'adapter à une plateformisation du commerce qui est pas si simple et qui peut même décommercialiser une partie notamment des territoires. Donc il y a des enjeux sociétaux, il y a des enjeux sociaux. Et au moment où on va bientôt avoir un nouveau gouvernement et rentrer dans un prochain quinquennat, c'est pas neutre, y compris pour savoir comment le gouvernement va appréhender tout ça et de savoir si ce commerce doit être accompagné dans cette transformation et comment on fait pour être capable d'investir et de trouver des financements, des banquiers qui soient des partenaires durables et dans le temps, et avec un problème de court terme qui est celui de la confiance et du pouvoir d'achat, en fait, d'une espèce de télescopage sur ces sujets-là. Et donc, je doute pas qu'on aura d'autres échanges peut-être dans quelques mois. On pourra refaire ça dans quelques mois pour voir un peu ce que ça a donné. Et ce sera toujours intéressant. Si on s'est trompé. Mais non, mais on trompe toujours. Mais en tout cas, cet exercice d'éclairage, d'abord, on se devait de le faire. Et puis, en tout cas, on sera ravis peut-être de refaire l'exercice dans quelques mois pour continuer d'en parler, d'éclairer nos retailers pour lesquels l'exercice de projection n'est pas facile. Il faut quand même le reconnaître, parce que quand on a des décisions d'entreprise à prendre, notamment on parlait de stock, on le fait pas pour la semaine prochaine. Quand on se parle de salaire et de recrutement, on a des problèmes de rentabilité, mais on voit bien que pour attirer des collaborateurs, c'est compliqué de rester sur des problématiques de pouvoir d'achat et donc de salaire bas. Donc il y a toute une chaîne globale qui est pas simple.
Juste une dernière slide, puisque du coup ça me donne l'occasion de vous inviter à nos conférences du mois de juin. On fait notre assemblée générale et la partie assemblée générale, comme on est une association, on n'invite que nos adhérents, mais par contre la partie conférence, vous y êtes tous invités. Ça commencera à 10h30 jusqu'à 16h30. Merci beaucoup à Cédric d'avoir, rendons à César ce qui est à César, moi j'y pensais aussi, mais d'avoir eu l'idée, puisque en fait, même si j'y pensais, c'est quand même toi qui m'as lancé ce sujet. Merci à vous d'avoir répondu positivement à notre demande et d'avoir contribué, j'espère, à l'éclairage de tout ce que doivent faire nos adhérents et clients respectifs dans les mois qui viennent. Merci à tout le monde, excellente journée et à très bientôt. Retail, quelle perspective économique pour les prochains mois? Un webinaire proposé par Procos et Diamar Group, mardi 26 avril 2022.